Coucou tout le monde, en compagnie de Picsou. Comme d'hab, on va faire de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de la news. Je vais vous présenter des nouvelles fonctionnalités de MetaMask, notamment pour pouvoir utiliser Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, des monnaies que vous utilisez tous les jours, bien sûr, sur votre MetaMask, mais c'est aussi compatible avec Torchain et Cosmos. On va faire le point, encore une fois, sur l'actualité, ce qui se passe par rapport à FTX, par rapport à Binance, par rapport à plein de trucs en réalité. On fera un point sur des trucs qui me hype également. Et comment tu vas, Léo, aujourd'hui pour cette émission ? Bah écoute, ça va, ça va. Semaine de charbon, semaine d'interview, donc ouais, je Oui, me j'ai suis vu ça. concentré sur ça cette semaine à enregistrer plein d'interviews. Franchement, j'ai kiffé parce que j'ai appris plein de trucs. Et en vrai, ça fait du bien en bear market de parler avec des gens qui sont chauds dans leur domaine et qui t'apprennent des trucs, qui sont des pointures et tout. Moi, ça m'a pas mal motivé, boosté de faire ces interviews-là. Donc ouais, surtout ça. J'ai pris 2 trades. Juste de trade. Ouais, sur BGB et sur RLB. Et puis sinon, voilà, je monitore le marché, mais en ce moment, j'avoue que je suis vraiment concentré sur les interviews et sur Coin Academy et sur pas mal de trucs un petit peu aussi en backstage. Ouais. Donc, je regarde moins le marché, mais c'est aussi parce que le marché est moins intéressant en ce moment, on va pas se le cacher. Il se passe pas grand chose. Si je regarde sur les dernières 24 heures, Bitcoin a bougé de 0,04%. Ouais, c'est plus stable que Ouais. les marchés de rallye. Et sur les 7 derniers jours, Ethereum a bougé de 0,8%. Enfin, en tout cas, on est plus ou moins au même prix que la dernière fois. Bon, pour autant, il se passait des choses techniquement, mais ouais. Un petit peu moins sur les marchés, un peu plus concentré sur Coin Academy, bien préparer le bull run, vous donner toujours un maximum de contenu qui semble pertinent, etc. Et essayer aussi de s'adapter un petit peu à ce qui se passe sur le marché. Je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais il y a à la fois la narrative autour des casinos décentralisés, mais il y a aussi la narrative de la social fi, donc la social finance avec Frentech qui On repart va de en plus parler. belle. Donc ouais, c'est un petit peu ce que j'ai vu. J'ai pas pu me mettre à fond. J'ai toujours pas véritablement initié à Frentech. En vrai, je devrais peut-être. Mais après, est-ce que est-ce que je suis pas Par un curiosité, peu en après, retard? Donc pas forcément, je pense. De là à dire après, les gars, venez sur mon Friendtech, acheter mes actions et tout machin, bon, ça c'est autre chose. Mais je pense que ouais. c'est un exercice qui peut valoir le coup parce qu'on vous en parle quasiment à chaque émission. Et comment dire, au final, il revient de plus belle. On va voir dans cette émission d'ailleurs que Friendtech, à lui tout seul, génère plus de frais de transaction que toutes les marketplaces de NFT réunis. Donc c'est quand même un truc de fou. On a le marché des NFT qui est C'est au plus beau. calme et on a ce produit qui est quand même sur un layer 2, Blaze, qui s'en sort très bien. Donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, je vais vous montrer aussi comment on peut spéculer sur Frentech, seulement pour les spéculateurs qui savent ce qu'ils font. Parce qu'il y a un produit dérivé de Frentech qui existe sur un concurrent d'YDX qui s'appelle, je crois, Hyperliquid ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, on fera une parenthèse là-dessus. Le but, c'est qu'on vous parle de pas mal de choses. Moi, pendant cette intro, je vais me revenir un petit peu sur ce que j'ai fait de ma semaine. Ça a été beaucoup de J'allais te Counter-Strike. demander, désolé. Ouais, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Beaucoup de Counter-Strike de mon côté. CSGO et Counter-Strike 2, vous le savez, j'ai avancé sur un tournoi Counter-Strike avec Ultra. Ça a été plus long que prévu. Pourquoi ? Parce que je voulais des bons serveurs. Donc là-dessus, j'ai délégué auprès de quelqu'un qui savait faire. Je voulais absolument qu'il n'y ait pas de frustration. Donc être sûr que j'ai mes 40 joueurs qui soient prêts le jour J, qu'on ne se retrouve pas à faire des 4v4, ça pourrit l'ambiance, etc. J'ai eu une seule personne qui s'est désistée, le seul anglais de toute la compétition. J'ai réussi à le remplacer rapidement par un français, du coup. Merci Bloody. Et tout s'est exécuté à merveille. Voilà, il y a eu quelques petits bugs sur la plateforme Ultra Arena qu'on a remonté, notamment sur le bracket. Mais sinon, ça va. C'est pour ça d'ailleurs qu'Ultra Arena est en bêta. Donc, on fera d'autres tournois. On fera d'autres tournois sur Valorant, Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike 2, etc. Toujours avec du cash price à la clé. T'as joué Ça... ou pas du tout? Désolé, j'ai pas suivi. Alors moi, sur ce tournoi, non. Sur le Mais prochain, il faut. ouais, ça pourrait être pas mal parce qu'en fait, je pensais avoir beaucoup de choses à gérer pendant le tournoi et en fait, non. Une fois que tout est setup, tu vois, les joueurs peuvent, comment dire, ils peuvent soumettre leur score sur Ultra Arena et après, tu peux contester le score si t'es pas d'accord en tant que joueur. Et moi, en tant qu'admin de tournoi, je peux changer les scores, etc. Et là où c'est bien Ok. foutu, c'est que, en gros, tu as un wallet Ultra dédié au tournoi que tu alimentes. Donc là, en l'occurrence, c'est Ultra qui a mis de sa poche le cash price. Et en fait, dès que le tournoi il est validé, ça split en 5 le cash
prize pour les 5 joueurs et ça le fait partir directement sur les wallets des gagnants. Ok, efficace. Ouais, donc c'est vraiment cool. Et puis ça a créé beaucoup de vie sur le Discord de Coin Academy, le Coin Academy Club. Donc maintenant, on a des des gamers et les deux en même temps. Je me permets de mettre le QR code du coup. J'allais le mettre, Voilà. ouais. Bien joué. Si vous voulez scanner. D'ailleurs, soit le chat est vide, soit ça bug. Non, moi je le vois. Bah, je vois des gens parler et tout. Ok, bon, c'est bon. C'est peut-être parce que tu as redimensionné la patch. Ouais, c'est possible. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour nous rejoindre sur Discord. Il y a de plus en plus de vie, notamment sur la partie fondamentale. Moi, je pense que je vais beaucoup m'intéresser à cette histoire de coprocesseur très prochainement. Je vais faire des analyses de mon côté. Si vous avez des ressources sur le sujet, on en parle sur Discord tous ensemble. Et puis voilà. Je vous mets le lien du Discord dans le chat. Comme ça, ce sera nickel. Hop. Discord Coin Academy. Ça devrait marcher. Nickel. Ok, et sinon, d'un point de vue crypto, t'as peut-être regardé des trucs, il y a des trucs qui t'ont fait kiffer. Je sais d'ailleurs qu'on a publié pas mal d'interviews aussi sur la chaîne YouTube. Ouais, tout à fait. Bah, notamment pour préparer cette émission, j'ai essayé de vraiment me poser. Comme toutes les semaines, on a des nouvelles du côté de Circle et de l'USDC qui va sur de plus en plus de chaînes natives, on va en parler de toute façon. On a le langage Move qui arrive sur Avalanche aussi, donc Avalanche qui continue de se mettre à jour. Quelques trucs sympas, mais j'ai vraiment poncé ma partie tournoi, j'avoue. Pas plus que ça, hors programme que j'ai pour aujourd'hui, bien sûr, d'actualité, Fonda, etc. Je dirais que qu'on est en build market, hein. Que là, c'est toujours cette narrative roll-up. D'ailleurs, tu as Binance qui a sorti son roll-up optimiste sur sa Binance Smart Chain. OPBNB, ouais. Ouais. Donc, Binance qui va essayer de faire comme Ether en étant roll-up centrique. L'intérêt, c'est quoi? Bah, tout simplement, quand tu es une entreprise, peut-être que tu as envie de bosser avec Binance, qui est elle aussi une entreprise, plutôt que d'aller voir Ethereum. Ouais. On n'a pas été poli, on n'a pas dit bonjour, donc je vais peut-être en profiter. Yo Maf, yo Jaja, yo Shugdad72, yo Goems2020, yo Lamaroc, yo Fears, merci beaucoup pour le 12e mois mon ref, merci beaucoup, yo Flaydem, Yushi, Gwendals, Boulette, le Centaurus, Lucas, Pozzi, Magic War, qui j'ai loupé, faut que je remonte, Rizak, Samir. Du beau monde. Du beau monde. Du beau monde. On fera pas de cours magistral, hein. N'hésitez pas encore une fois à répondre dans le chat. En plus, maintenant, on peut l'afficher. Donc, ceux qui regardent... C'est vraiment le feu de l'afficher. C'est le top. D'ailleurs, là aussi, sur YouTube, je tiens à vous remercier parce qu'il y a de plus en plus de vie dans l'espace commentaire, dans les likes. Et ça, c'est hyper important. Parce que déjà, nous, on lit tout. Et ça montre qu'il se passe des choses, qu'on n'est pas 4 pélos à s'intéresser aux crypto-monnaies sur la chaîne de Coin Academy. Donc, c'est vraiment cool. Une vidéo par jour, avec pas mal de contenu exclusif d'interviews, notamment une interview qu'on a sortie tout à l'heure. Donc, c'est moi qui interviewe le CTO de Ledger, où on va parler de Bitcoin, on va parler de roll-up, on va parler de Lightning Network et pour terminer, de la stratégie de Ledger pour pouvoir lister des nouveaux jetons chez eux. Parce que vous savez, Ledger n'est pas compatible avec toutes les crypto-monnaies qui existent. Ça nécessite des intégrations techniques de leur côté. Et justement, je l'ai questionné comment ça se passait. Il m'a répondu avec plaisir, sans être trop précis non plus, mais c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, allez regarder parce que moi, j'ai vu l'interview pour le coup. Moi, je l'ai vu il y a un petit moment parce qu'on l'avait enregistré, etc. Mais en vrai, elle était vraiment cool. Ouais. Et surtout, Charles, c'est vraiment une pointure, c'est vraiment un crack. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, ça se voit que c'est vraiment un passionné, quoi. Et parler à des passionnés, franchement, il n'y a rien de mieux. Surtout quand tu veux encore une fois apprendre des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et puis, pour les membres du club, alors attendez, je ne suis pas connecté sur ce compte. Donnez-moi un instant. Je vais me connecter. Peut-être que si tu veux montrer d'autres choses en attendant. Mais sur... Il n'y a pas de souci. Je vais partager mon écran, moi aussi, tout l'écran. Hop, on passe sur le mien. C'est parti. En attendant, je vous fais juste un petit résumé du programme sur la partie actualité. Après l'analyse technique de Léo, on va parler de Sony qui investit dans le Web3. Je pense que c'est une news qui est quand même particulièrement intéressante parce que Sony, c'est PlayStation. C'est des téléphones, c'est des caméras, des télés, des objets connectés, etc. Donc là, on est quand même sur un investissement de 3,5 millions de dollars sur une partie blockchain et métaverse, mais surtout blockchain. On apprend notamment qu'ils vont bosser avec Astar, et donc Astar, c'est l'écosystème Polkadot. On a PayPal qui s'associe avec MetaMask pour les clients américains, pour pouvoir très facilement faire une entrée-sortie crypto to fiat, fiat to crypto.
On fera le point également sur le changement de direction chez Binance US, entité dédiée aux États-Unis, avec encore des départs et aussi des réductions d'effectifs. Et je temporiserai un petit peu sur cette news-là parce que ça peut créer de la panique. Mais je pense que pour le coup, c'est juste du licenciement économique pour la plupart. Parce qu'en fait, Binance US, c'est pas une plateforme qui fait beaucoup d'argent en réalité par rapport à Binance World. On fera un petit point pour rigoler sur cette histoire de transactions coûteuses. Et pour terminer, on fera un point sur FTX et les actualités en bref, en plus des fondamentaux. Hop, actu en bref ici. T'as réussi à retrouver ce qu'il te fallait, Léo, ou pas? Ouais, je peux passer sur mon écran. Je te laisse te mettre Alors attends, hop. Ok, normalement on voit mon écran. Oui. Donc, ouais, ce dont je voulais parler, c'est du coup pour ceux qui ne savent pas, si vous faites partie du club, donc vous avez le petit QR code en haut à gauche de l'écran qui vous explique tout simplement qu'est-ce que le club Coin Academy, etc. Et donc, si vous faites partie du club et que vous avez minté un des articles d'actualité qu'on propose, vous avez accès à cette section-là où en fait où vous allez tout simplement vous connecter à votre compte Coin Academy. Donc, vous créez un compte, vous liez votre adresse ici, donc ça va juste vérifier l'adresse du MetaMask. Et ensuite, si vous avez bien un NFT, tout simplement notre collection, qui sont pas chers d'ailleurs, je crois qu'ils sont à $24 Ouais, ou $23 avec la baisse du Matic, bah, vous avez accès à des contenus en exclusivité, donc des contenus exclusifs et des contenus en accès anticipé. Pour le coup, j'ai publié pas mal de contenus en accès anticipé. Donc là, pour le coup, il y a 5 nouvelles interviews qui font toutes entre 1 heure et 1 heure et demie. Et peut-être pour vous parler rapidement ces interviews-là, franchement, interview que avec des GOATs. Franchement que des méga cracks. C'est pour ça que j'étais hypé et que j'en parlais sur Twitter. C'est tout simplement parce que juste je suis en pur kiff. J'ai juste appris trop de trucs. En plus c'est des gens qui sont très humbles, qui sont très sympathiques et qui sont vraiment ultra pointus et surtout bien positionnés par rapport à leur expertise. Donc pour le coup, j'ai fait une interview avec Luc Jodet, qui est un des fondateurs de Ariani et qui est le managing partner de la filiale crypto de Xange. Xange qui est un fonds d'investissement qui gère autour de 600 millions d'euros actuellement. Et ils ont une branche crypto dans laquelle ils ont décidé d'investir 80 millions d'euros dans les cryptos et dans lesquels justement, via ce fonds, ils ont investi dans des boîtes assez tôt, donc notamment Ledger, Morpho, Dogami, CoinHouse et pas mal d'autres. Et du coup, dans cette interview, on a vraiment décrypté un petit peu comment les VC crypto fonctionnent de A à Z, sans chichi, des discussions qui sont assez avancées, c'est-à-dire que voilà, si les VC en crypto ne vous intéressent pas, passez votre chemin. Mais moi personnellement, je pense que tout le monde devrait s'intéresser parce qu'aujourd'hui, c'est des acteurs majeurs de l'écosystème, c'est eux qui financent en grande majorité l'écosystème et les projets qui se build. Et en plus de ça, c'est eux qui détiennent la plupart des jetons qui sont disponibles sur n'importe quel projet. En tout cas, une bonne partie. Donc je pense que c'est important de comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leur psychologie, etc. Pour le coup, lorsque j'ai posé des questions, il a répondu sans détour. Donc c'était vraiment top. Et donc ça, c'est une interview de 1 heure ou 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Il parle notamment de leur stratégie de sortie, de comment ils vendent. Il parle de la liquidité des jetons. Il parle de comment les deals se font. À quelles conditions les deals se font, comment se financer en tant que builder, énormément de choses, donc c'était vraiment, vraiment très lourd. J'ai fait une interview aussi de Artemore, à savoir Brian, qui est quelqu'un qui a travaillé chez Sotheby's. À chaque fois on en parle Sotheby's a mis en enchère cette œuvre et a été achetée pour je sais pas combien de millions. Donc lui, il a travaillé chez eux sur la branche art digital et lui, c'est un énorme crack. C'est-à-dire que c'est pas forcément les NFT que vous allez acheter vous au format un petit peu, dans le type PFP, etc. Mais lui, il se concentre plus sur des œuvres un peu plus artistiques et en dehors des PFP. Et donc, il explique un petit peu son parcours, comment il s'est mis dans ce marché-là, en quoi ce marché un petit peu de l'art digital, en dehors des PFP même, est différent, comment bien estimer un NFT, comment suivre des artistes, comment bien sécuriser et stocker ces NFT, comment les acteurs du marché se positionnent sur les NFT. Enfin bref, plein de sujets ultra passionnants. J'ai parlé avec aussi le CEO de Mon Pèlerin, qui est donc une interview qui est disponible désormais sur ma chaîne. Alors attends, juste je vais taper. Donc l'interview est disponible ici. Encore une fois, un plaisir d'avoir pu discuter avec Arnaud, qui est donc le CEO de Mon Pèlerin. On a parlé de plein de choses, du Bitcoin maximalisme, du fait qu'il ait rejoint les cryptos en 2011. On a parlé des wallets MPC et du storytelling qui va avec. Bref, vous avez pas mal de highlights au début. Ensuite, j'ai parlé aussi avec Jean-Michel Paillon, qui est un VC, si on peut véritablement dire ça,
C'est-à-dire que lui, il se concentre sur investir dans l'art digital au format NFT en ayant des investisseurs professionnels. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des institutions. Donc, ça peut être des banques, ça peut être des VC crypto, ça peut être des VC traditionnels, ça peut être des musées, ça peut être des gens extrêmement riches qui veulent posséder des œuvres d'art au format NFT qui sont cotées et qui risquent de perdurer et qui ont du sens culturellement. Et donc lui, il m'a un petit peu expliqué tout ça. C'est un profil ultra atypique parce qu'on a du mal à se dire que des VC ou en tout cas des gros fonds se positionnent sur les NFT, mais ça commence à être de plus en plus être le cas. Un petit peu comme certains achètent des Warhol, des Banksy, enfin bref, peu importe. Donc on a parlé de tout ça et lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été le 15e employé de Ledger. Il occupait une position qui était ultra importante, donc il a vu toute l'ascension de Ledger. Et à un moment, on a notamment aussi parlé de Ledger vs Trésor, de la technologie de Ledger, qu'est-ce qui fait ses différences avec ses concurrents, de toute cette histoire-là. Il a aussi vécu entre New York, Paris et pas mal à l'étranger, donc ultra inspirant. Et enfin, je parle beaucoup, mais une interview avec Nathan Benchimol, qui est le CEO de Nomics et qui est une société qui est experte dans la création de tokenomics. Donc en fait, si vous êtes un projet et que vous savez pas nécessairement comment faire des tokenomics ou des bonnes tokenomics qui font du sens, comprendre vraiment ce qui est derrière les tokenomics, et notamment tous les typologies en fait de profils d'utilisateurs, etc. Là vous allez être servi. Et donc à chaque fois on parle des projets, des allocations, de la distribution, des émissions de jetons, tous ces trucs là, mais on parle jamais avec des experts. Donc là encore une fois, c'était l'occasion de parler avec quelqu'un qui est genre 100% sur ça. C'est son temps plein quoi. Il travaille à accompagner des projets et notamment le projet comment dire du frère de Asher, de Owen, qui est donc le projet Tada. Donc lui, il s'occupe notamment de leur tokenomics et tokenomics de pas mal d'autres jeux, protocoles, etc. Donc évidemment, regardez. Donc ça, c'est disponible pour les membres du club. Pour le moment, en accès anticipé, et ce sera disponible par la suite publiquement si jamais vous êtes un petit peu plus patient. Et puis il y a d'autres interviews encore qui arrivent, mais là vraiment, il y a une interview avec la directrice générale de Binance France. Il y a une interview qui arrive avec Tammy Cabage. Il y a une interview qui arrive avec Richard Détente. Normalement, je suis en train de négocier une interview avec Arthur Hayes. C'est en cours de négociation. Je sais pas si ça se fera, mais je bosse fort pour que ça se fasse. C'est BitMEX, hein. Ouais. Créateur de BitMEX, créateur des Perpetual Swaps sur les cryptos. Donc, c'est un mastodonte. Donc, en ce moment, j'essaye. Et puis voilà. On me dit Tammy Cabage, vraiment. Pour le coup, Tammy, c'est un mec qui est dans les marchés depuis longtemps. Et je le vois souvent parler des cryptos, mais rarement avec quelqu'un qui connaît les cryptos en face. Et du coup, je pense que ça peut être assez sympa d'avoir un échange qui est un petit peu plus productif et renseigné que d'habitude, où globalement, soit il parle des cryptos, soit il en parle avec des gens qui n'y connaissent rien, entre guillemets. Et donc d'avoir un petit peu ses perspectives dessus, ses angles, et d'échanger sur ça. Je connaissais pas du tout le personnage, tu vois, du coup. Attention à choisir à la qualité qu'à la quantité. Vous allez vous interviewer, enfin vous allez interviewer un scammer. Après, voilà, tu vois, moi j'ai interviewé des gens en qui j'ai confiance, pour qui j'ai du respect et qui je pense qu'ils pourraient vraiment vous apporter quelque chose. Moi, ces interviews-là, peut-être que c'est difficile à croire, mais je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait aussi beaucoup pour moi, parce que c'est des gens qui sont ultra inspirants et desquels j'apprends énormément. Donc voilà, moi je fais des interviews quand ça fait sens. Souvent j'en fais des salves en fait, parce que je peux pas passer ma vie à avoir 4 ou 5 interviews par semaine. Donc juste j'essaye de tout enchaîner, souvent en 2-3 semaines, pour avoir des interviews pour 2-3 mois. Et pour le coup, je suis pas du tout dans une optique de spécialement de quantité. Je réfléchis juste aux personnes qui m'intéressent, et après je leur envoie un message, et s'ils me répondent, je fais l'interview, et la plupart du temps ils me disent oui. Donc moi, j'ai une interview en live cette semaine, mercredi 18h. C'est le cofondateur, co-CEO, voilà, David, qu'on avait déjà eu il y a un peu plus d'un an sur la chaîne Coin Academy. On va refaire une interview, justement. J'ai pas encore préparé les questions, ce sera la surprise. Mais je voulais le faire depuis un moment. Il a répondu positif, donc ça va être cool. J'essaie d'avoir Iril aussi de nouveau. Et après, on me dit l'interview avec Unirex. Unirex, l'interview, elle a déjà été faite, les potes. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Crypto Donald, pour le coup, Crypto Donald, j'en ai parlé, il est pas chaud. Et Crypto Cred, pas vraiment disponible. Mais ouais, désolé, je t'ai coupé. Aucun problème. Ensuite, je vais essayer de vous trouver des profils vraiment tech
parce qu'au final, je suis content quand même. Vous êtes toujours très curieux quand je vous parle de tech. Ça plaît pas à tout le monde, mais vous savez que quand ça se passe chez moi, on apprend des trucs et vous êtes curieux. Donc, je vais essayer d'avoir des profils tech. Je vais me lister ça cette semaine et je vais envoyer des messages de tous les côtés. On va copier la technique de Picsou, mais sur la partie tech. Comme ça, au moins, si j'ai 20% de positifs qui me répondent, bah, si j'envoie plein de messages, bah, ça va me permettre d'avoir des gens intéressants et d'avoir du contenu sur la chaîne. Voilà. Donc, bah écoute, gros programme au niveau des interviews. J'insiste vraiment encore une fois, on va vous remettre le Discord Coin Academy dans le chat. Il est aussi dans toutes les descriptions YouTube pour rejoindre le club. On peut échanger, on peut s'envoyer de l'analyse fondamentale, on peut se parler de technologie, de tout ce que vous voulez, même de trading, hein. Franchement, il y a de plus en plus de vie sur ce Discord. On est plus de 600. On a gagné, je dirais, à peu près 200 membres en l'espace d'une semaine. Là, le tournoi, je pense, il y a beaucoup participé. Mais le fait qu'on vous répète ça, qu'on le remette dans les descriptions YouTube, qu'on les pousse en commentaire épinglés sur YouTube, etc., ça commence à avoir de la vie. Et savoir qu'on arrive avoir plusieurs centaines de personnes en plein berge, je kiffe, parce que je pense qu'en boule, on va se régaler, les gars. Après, si boule il y a, quand, je ne sais pas, mais voilà, on va se régaler. Et on vous dit ça évidemment parce que plus il y aura de personnes, plus on aura de sujets différents, plus on aura de l'interaction, donc plus ça fera sens, plus le Discord aura de l'intérêt. C'est ça. Et puis ça va être notamment c'est notamment le Discord tout simplement du club et de la DAO et des choses qu'on essaie de mettre en place autour du club, etc. Donc voilà, oui, n'hésitez pas à rejoindre. Dernière précision là-dessus, et après on enchaîne. On va avoir une première réunion avec les membres du club pour justement décider un petit peu de l'avenir du club et de ce qui pourrait être fait sur le Media Coin Academy. Donc si vous êtes token holder de NFT, eh bien vous êtes conviés. C'est mercredi à 19h, c'est ça, sur le Discord. C'est parti. Ok, tu veux qu'on passe sur la technique peut-être ? Eh ben, on attaque par la technique. Let's ok, go. C'est parti. Bon, en tout cas, si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, c'est pas déjà fait. On va partir pour la technique et parler un petit peu du marché et ce qui s'est nécessairement passé c'est une nouvelle interface, cette semaine. Alors, je pense que je vais nous mettre en bas et alors ici. Et on cache le QR code peut-être, tu peux l'enlever ? Ok, parfait. Voilà. Je prends toujours cette habitude de réutiliser les outils dont je parle dans mes précédentes vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est des outils qui me permettent de bien monitorer ce qui s'est passé sur le marché. Je vais peut-être commencer avec Messari où j'ai tout simplement mon ancien screener. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que sur BTC, on est à moins 0,09% sur les dernières 24 heures. Tu peux zoomer un petit coup peut-être ? Ce sera plus lisible, je pense. Hop, je sais pas si on voit mieux là. C'est bien mieux. Donc on voit qu'il se passe globalement rien entre BTC et Ethereum. Je sais plus, est-ce qu'on est sur... Ouais, on est sur des capitalisations au-dessus de 50 millions de dollars. Et en moyenne, sur les dernières 24 heures, on est à moins 0,37%. Donc globalement, ça bouge pas. Et sur les 7 derniers jours, on est à plus 2%. Donc le marché reste peu volatile. Je pense que dans tous les cas, le fait que le marché est peu volatile, on peut le voir sur, par exemple, la volatilité 24 heures de Bitcoin. Donc ça, c'est la volatilité 24 heures de Bitcoin avec une interface en weekly. Alors je crois qu'on voit pas tout, mais voilà, je vais décaler un petit peu pour que sur la cam, enfin vous voyez sur la cam, mais globalement en fait c'est la volatilité 24 heures de Bitcoin, mais là je l'ai mis en weekly, donc ça vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. Et globalement on est sur les plus bas niveaux en termes de volatilité. Là en gros sur cette semaine en moyenne on est sur 0,65% de volatilité 24 heures. Donc ça veut dire que globalement la majorité des jours, on ne bouge pas, il ne se passe rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a une baisse critique de la volatilité. Je pense qu'on le voit, on est en tendance baissière clairement depuis la mi-2021. On fait que baisser. Certes, on a des mèches, donc ça veut dire qu'on a des petits excès sur certains jours à 8, 10, 12%. On a eu un petit excès avec le gros dump il y a 2 semaines, je crois, ou 2 ou 3 semaines, avec un pic à 7%, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on avait eu par le passé. Donc vous voyez que globalement, on est sur les plus bas historiques en termes de volatilité. Personnellement, sincèrement, j'ai du mal à croire que cette volatilité reste aussi faible aussi longtemps. Alors, on a eu un pic de volatilité récemment, certes, mais je sais pas ce que t'en penses, et puis c'est un peu le comportement que j'ai eu cette semaine, mais il y a de plus en plus de gens qui partent des cryptos, ou en tout cas qui s'intéressent beaucoup moins activement, etc. Et je me dis que le fait qu'on ait une volatilité aussi basse, voilà, historiquement, on a vu que ça a pu durer, mais en général, ça dure pas non plus éternellement.
Donc en majorité, la plupart du temps, on a eu entre 2 et 4% de volatilité en 24 heures. Là, on est une volatilité 10 fois inférieure à ça. Donc moi, personnellement, je pense que tôt ou tard, le marché va prendre une direction assez violente et laisser un peu tout le monde sur le carreau. Peut-être que c'est J'ai avoir espérer une question pour ouais. toi. Excuse-moi, je te coupe. J'ai Vas-y. justement une question pour toi. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu sais, là, le sentiment que j'ai, moi, c'est que la news, elle soit bullish ou bearish, le marché s'en cogne, tu vois. Donc, moi, je me dis, bon, après, ils sont plus axés sur le bearish. Si c'est bearish, Ouais, ça c'est a ça que je tendance à veux plus bouger. dire. Mais C'est un marché baissier en soi. donc là, on est en mode, eh oh, les market makers, vous pouviez un petit peu squeeze tout ça, histoire que les gens se disent, oh, il se passe des trucs et qu'ils recommencent à parler et que ça se refasse un petit peu naturellement. Ils sont où les market makers? Mais les market makers, ils sont là. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait nécessairement beaucoup d'institutionnels ou même de retail qui se positionnent parce que souvent les gens ont besoin d'une narrative et d'une raison pour s'intéresser au marché. En début d'année, tu sais, on a eu toutes les faillites de banques. Donc ça, c'était une belle narrative à jouer. Et au final, on a vu que c'était les moments où on a eu de la volatilité cette année-là. Sur le marché d'avant, on a eu toute cette phase, bah, on est parti en ATH, on a eu le crash Covid, on a eu l'impression monétaire. Donc on avait des raisons de se positionner. Là, on a évidemment des raisons de se positionner si on croit au futur du marché ou qu'il y a le halving qui peut peut-être un petit peu bouger les gens. Mais à court terme, on n'a rien qui presse, entre guillemets, les gens à se positionner. En soi, les market makers, eux, ils sont juste là pour apporter de la liquidité, faire en sorte que les échanges sur le marché puissent être assez fluides. Donc, le fait qu'il y ait peu de volatilité, je pense que sincèrement, c'est lié au fait que on n'a pas de narrative en ce moment et que la crypto a tendance à sous-performer les marchés traditionnels. Si tu regardes le S&P, techniquement, oui, on n'est pas sur un nouveau plus haut. Oui, depuis le bottom, on a rebondi probablement de 30%. Je pense Ouais, qu'on ne quelque doit chose pas comme être loin ça. de ça. Je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises, mais on est à plus de 25%. Mais on est quand même quasiment tout proche d'un nouvel ATH, quoi. Alors que les cryptos, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, je pense que concrètement, il y a un manque d'intérêt parce qu'actuellement, on n'a pas forcément de raison de se positionner sur les cryptos qui sont quand même des actifs qui sont assez risqués. Donc, on n'a pas de narrative. On a quand même pas mal d'incertitudes sur la partie macro. On voit pas tout, enfin, on voit toujours pas de pivot du côté de la Fed et des taux directeurs. Donc, on voit pas un petit peu le bout. On voit que c'est toujours, le cash est toujours cher et que a priori jusqu'à maintenant on a plus d'intérêt à se positionner sur des obligations et à avoir du rendement par l'État américain et prendre aucun risque plutôt que de se positionner sur des trucs qui sont risqués, qui sont peu liquides en ce moment, qui sont peu volatiles et qui arrivent pas à surperformer des stocks, etc. Tu vois. Donc Ouais, je vais avoir une autre question du coup par rapport à ton vas-y, explication. Tu vois, alors, nous, hésite pas. Hein. on n'a pas connu ça, mais à l'époque, tu avais vraiment BitMEX qui faisait beaucoup bouger le marché. Après, bon, tu as eu la période Poloniex, Bittrex qu'on a très bien connue. Sur la fin de l'année 2017, début 2018, ça a été Binance. Après, on a vu des effets de levier de partout. Et jusqu'au moment où ils ont commencé à patcher, entre parenthèses, les leviers, je dirais mi-2021, fin 2021. Aujourd'hui, donc FTX n'est plus là. Tous ces leviers de zinzin ne sont plus là. BitMEX, ils sont passés en mode... on fait beaucoup plus attention avec un changement de CEO, etc. etc. Donc, j'ai vu que tu as été hésitant quand j'ai dit les leviers de zinzin sont plus là. Justement, est-ce que c'est pas ça qui manquerait aussi pour retrouver de la volatilité? En soi, moi j'ai l'impression que les leviers de zinzin ils sont toujours là, tu vois. Enfin, c'est justement parce que on a un marché qui est peu volatile que en fait on a de plus en plus de gens qui prennent des gros leviers. Si t'as un marché qui bouge en moyenne de 0,65% par jour, c'est ce que je montrais sur le graphe juste d'avant. Donc là j'ai montré pour ceux que ça intéresse, c'est Bvol 24H sur TradingView. Tu regardes qu'en moyenne là on est autour de moins d'1% de volatilité par jour. Si toi tu trades uniquement les cryptos et si tu trades majoritairement Bitcoin parce que c'est un des actifs les plus liquides, que tu prends des tailles de position qui sont importantes, etc. Concrètement, tu arrives à un moment où tu es obligé de prendre du plus gros levier parce que si tu veux risquer 1 ou 2% de ton capital sur une variation de 0,2%
sur Bitcoin, tu vas être obligé parce que, en général, tu vas jamais mettre autant de liquidité sur un exchange pour prendre une aussi grosse taille de position pour un tout petit mouvement. Je sais pas si vous me rejoignez sur ça, mais si tu joues sur des toutes petites amplitudes, en gros, si tu prends ton capital et tu joues sur une grande amplitude, tu n'auras pas la même taille de position si tu prends le même risque que sur une toute petite amplitude. Donc, tu es obligé de faire appel à l'effet de levier. Et donc, forcément, ça commence à bien se stacker. D'un point de vue open interest, on voit que ici, c'est l'open interest en dollars. On est à des niveaux qui sont quand même importants. Mais tu vois que sur le dump ici, qui est un dump juste de 6%, on est passé de 7,6 milliards d'open interest à 4,9 milliards. Maintenant 5,2 milliards. Donc on a eu une baisse de l'open interest assez violente sur un tout petit mouvement. Si tu regardes la baisse, on a eu une baisse de 37% de l'open interest sur une bougie de... Ouais, bon, elle fait moins 15%, mais c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si on perd 37% de l'open interest sur une bougie de moins 15% et en termes de clôture de moins 10%, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent avec des gros leviers et qui essayent de jouer des petites variations de prix. Et puis dès qu'il y a un retour de la volatilité, ils s'y attendent pas et ils se font totalement défoncer. Donc c'est pour ça que pour moi, ça peut bouger assez vite. On peut avoir des squeezes qui peuvent être assez violents parce que pour moi, quand il y a peu de volatilité, même s'il y a peu d'intérêt, le seul intérêt qu'il va y avoir sur les dérivés, c'est des gens qui prennent des grosses tailles de position parce qu'ils jouent des beaucoup plus petites amplitudes que d'habitude. Et donc ça, c'est un élément hyper important à prendre en compte. Et c'est pour ça que je suis pas... je pense qu'on a le bottom, très honnêtement. Je vais plutôt dans ce sens-là. Quand je dis je pense, je ne sais pas si on a le bottom, mais ma conviction, c'est qu'on l'a eu. Et donc même si on baisse, voilà. Je pense que à partir du moment où on aura davantage de raisons de se positionner, là ça peut aller très vite et tous les gens qui étaient plus du tout habitués à de la volatilité, ils vont se faire démolir. C'est ce que j'expliquais les précédentes semaines. Je sais pas si tu te souviens quand on était ici, je te disais la volatilité avait jamais été aussi faible et sur les graphiques en 24 heures c'était ici, tu vois, une volatilité en moyenne de 0,3%. On n'avait quasiment jamais eu ça sur Bitcoin. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était seulement quelques jours en 2018 et sinon on n'avait quasiment jamais atteint ces niveaux. Donc ça, c'est des moments où j'ai commencé à acheter des contrats move. Les contrats move, c'est des contrats que tu peux acheter et tu spécules sur la variation entre l'ouverture de la semaine et la fin de la semaine, ou l'ouverture de la journée et la fin de la journée, et toi tu spécules juste sur la différence de prix entre l'ouverture et la fermeture de cette séance-là, peu importe le prix, et donc peu importe le sens du prix en fait, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est ce moment-là où j'ai commencé à spéculer dessus, et on n'est pas de retour à des niveaux de volat aussi bas, mais on n'en est pas loin. Donc moi je pense que voilà, je pense qu'on va avoir un retour de volatilité. Je pense que d'ici la fin de l'année, je pense que je dirais entre mi-novembre et début janvier, ça va pas mal se bouger. Je pense qu'on va se trouver des excuses. Pourquoi novembre à janvier, pourquoi pas octobre par exemple? T'as les ETF, ouais. En tout cas, les deadlines en termes d'ETF, on a plusieurs deadlines d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. En tout cas, dans les 6 prochains mois, on a pas mal de deadlines qui vont s'enchaîner. Si on part du principe que la SEC delay tout, je crois que les dates finales, elles sont en début d'année 2024. Okay. En tout cas, Q1 de mémoire. Peut-être que vous pouvez me corriger les potes, mais de mémoire, les deadlines finales sont entre Q1 et Q2 2024. T'as toute l'histoire de halving. Pour ceux que ça intéresse, vous avez la page sur Coin Academy ici. On voit que la halving est dans 200 jours. 200 jours, ça va arriver très 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 vite. Ouais, mi-2024. On parle de voilà, donc Q1, Q2 en même temps que voilà. Et je pense que je suis pas un expert en macro, mais je pense que tôt ou tard on aura un pivot de la Fed, ou en tout cas on aura un peu plus de vision sur quand en fait les taux seraient changés et probablement abaissés, parce que je pense pas qu'on peut vivre avec des taux de manière... Enfin, j'ai peu d'expérience sur ça, mais et en vrai, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, ce qu'on a vécu, c'est une sorte d'anomalie, tu vois, des taux quasiment à 0% ou des taux négatifs. Voilà, si tu regardes sur les années
années 80, 90, 2000, on avait des taux qui étaient beaucoup plus hauts et on vivait avec, quoi. Donc, mais je pense que notre monde aujourd'hui n'est pas forcément habitué à des taux aussi élevés et je pense que tôt ou tard ça retombera. Je pense que d'ici 6 mois on aura possiblement un peu plus de visibilité sur ça et que ça s'aligne pas mal sur tout ça. Et puis moi personnellement, quand je vois d'un point de vue purement structure Bitcoin, d'un point de vue timing et tout, j'ai du mal à le voir ranger encore 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ça m'étonnerait. C'est possible, hein, mais ça m'étonnerait. On nous dit dans le chat plusieurs choses intéressantes. Deadline ETF mars 2024. Ouais, je voulais pas dire de conneries, mais de mémoire, c'était ça, ouais. Ensuite, dans 1 an environ, 30% des bonds américains vont arriver à maturation. La Fed n'aura pas d'autre choix que d'imprimer. Je peux pas te dire, je maîtrise pas à 100% le sujet. Et mes traductions, pour ceux qui nous écoutent, en partant du principe cette information est validée. En général, impression monétaire, ça veut dire dévaluation de la monnaie, parce que il y a plus de monnaie. Normalement, tu émets de la monnaie par rapport à des actifs, de la production, etc. Mais si tu as un gros pump de création monétaire, en fait, ça fait que ta monnaie elle perd de la valeur et du coup, ça se retranscrit dans les prix des actions en bourse, de la consommation de manière générale, de manière directe ou indirecte. Par exemple, nous, l'inflation qu'on a mangée, d'abord, on s'est mangé de l'inflation avant la guerre en Ukraine et après, on s'est mangé l'inflation post-guerre en Ukraine pour diverses raisons. Et généralement, c'est une narrative qui plaît beaucoup aux crypto-bros pour spéculer sur Bitcoin parce que justement, la masse monétaire de Bitcoin, elle explose pas. Donc, si la monnaie, elle se dévalue, alors que Bitcoin ne se dévalue pas, ça fait qu'un Bitcoin vaut plus de monnaie. Il y a quelqu'un qui dit personne n'en sait rien de quand ça va bouger. J'en sais rien non plus. Hein. Je dis pas que je sais quand ça va bouger. Je dis juste que moi je pense, ma conviction, c'est que je pense que ça bougera dans cette fenêtre. Je pense que dans les 6 prochains mois, on va avoir une direction qui est claire, un retour de la volatilité, etc. À part si le marché est en train de changer fondamentalement sur les cryptos, je pense qu'on va avoir un gros retour de volatilité. Et peut-être que le fait qu'on ait peu de volatilité sur Bitcoin, ça nous laissera avoir des excès sur les alts. C'est ce qu'on voit. On a des alts qui font plus 30, plus 40, plus 50%. Peut-être qu'elles vont juste faire ça une par une, ou en tout cas, certaines du top 100 vont pump de nulle part sur des trucs comme ça, parce que tôt ou tard, s'il y a peu de liquidité et qu'il y a un mini intérêt et que les gens qui ont vendu, ça peut pousser vite, surtout qu'après, t'as les dérivés. Et c'est ce dont je parle à chaque fois, c'est que si Bitcoin ne bouge pas et qu'il y a un truc qui commence à bouger, vu que tous les traders cherchent de la volatilité, tous les traders vont être attirés sur ces cryptos-là, en fait. Et c'est ce qu'on voit, en fait, typiquement chaque semaine. Si tu regardes, par exemple, sur les top gagnants de la semaine, là, j'utilise l'outil qui s'appelle Velo, velodata.app, pour ceux qui s'intéressent. On a vu que le STMX a pris 55% et qu'on a eu un excès aussi sur WorldCoin, etc. Et tu te rends compte que c'est ces cryptos-là qui aujourd'hui génèrent du volume. STMX, USDT. Parce que pourquoi c'est pas parce que fondamentalement les choses ont nécessairement changé, c'est parce qu'il y a juste un peu de volatilité et que on n'est plus habitué à avoir de la volatilité et que les chercheurs aiment la volatilité et regarde les pics de volume. Ouais, on les voit. Vous voyez, c'est les petites barres colorées en dessous du prix. Tu vois, si je regarde les perps sur Binance, voilà, t'as pas mal de volume et je pense que la plupart du volume s'est fait sur ces paires-là. Je peux regarder sur CoinMarketCap, on va regarder les exchanges, donc les dérivés, on va aller sur Binance, et après on va regarder ce qui fait du volume. Donc là on regarde le volume ici. Regardez ce qui fait du volume. Ifi Finance devant Ethereum, hein. Ifi Finance, Taylor, WorldCoin, ces trucs-là font du 1 milliard de volume. Storj, ces putains de merde font entre 300 millions et 1 milliard de volume. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a de la volatilité et que dès qu'il y a un mini début de quelque chose de la volatilité, et vu que tout le monde se fait chier, tous les traders cherchent de la volatilité, se mettent dessus et se positionnent dessus, et ça fait un effet boule de neige. Ifi Finance, c'est la première fois que j'en entends parler. Et tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a peu de volatilité et les traders sont des requins et eux ce qu'ils aiment c'est pas le sang, c'est la volatilité, parce que c'est sur ça qu'on fait notre beurre concrètement. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Pas forcément de mouvement sur Bitcoin et Ethereum. Sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qui a le mieux performé ? Bon, globalement des trucs qui sont capitalisés très faiblement, entre 50 et 100 millions. Dans les grosses capitalisations, on a eu quoi ? On a eu VET qui a bougé de 13%, on a eu MKR aussi, AAV,
quelques exceptions, mais la majorité, si on regarde toutes les capitalisations qui sont au-dessus de 50 millions, on voit que sur les 7 derniers jours, on est en moyenne à plus de %. Donc, on n'a pas de vraie direction, on a juste des exceptions qui dumpent et qui pumpent sans véritable direction. Et en général, c'est des pumps, mais qui ne changent même pas fondamentalement la structure de marché. C'est-à-dire que là, en ce moment, ce qui fait du putain de volume de merde, c'est ça, et comme tu le vois, c'est juste genre un petit pump en weekly qui ne change pas la chart et qui nous montre qu'on est toujours au putain de milieu d'un range et qu'on est des putains de dégènes à trader cette merde. Tu pourras nous montrer après ça la Bitcoin dominance, que j'ai pas regardé depuis longtemps d'ailleurs. Hop, Bitcoin dominance. Bonsoir Wanda. Ouais, ça stagne. On avait notre beau petit range ici. On l'a retesté. Pour l'instant, on reste au-dessus, tout va bien. Mais j'ai regardé un truc qui était assez intéressant. C'est que la semaine dernière, je vous ai montré le Total 3. Donc ça, c'est tout simplement la capitalisation de tous les altcoins, donc en excluant Bitcoin, Ethereum et les stablecoins qui sont sur TradingView, donc l'USDC, l'USDT et le DAI. Donc on voit qu'on a retracé en moyenne de 80% sur ces alts-là. Est-ce que je peux le retrouver mais si on prend ce graphe-là et que on le divise par BTC, donc on met des parenthèses et on divise par BTC, on obtient la charte des alts contre BTC et pas et tout simplement pas Ethereum contre BTC. Donc je vais retrouver Ethereum contre BTC. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, je vais vous montrer Ethereum contre BTC. Ethereum contre BTC, bon, voilà, on est toujours dans notre range. Globalement, ça dégueule, mais c'est pas dramatique. On voit que Ethereum tient relativement, qu'on est toujours en train de consolider depuis la mi-2021, mais pas de véritable direction. Quand on regarde toutes les alts, donc en excluant BTC, les Ethereum et les stablecoins, on voit que sur les alts, là, on a une vraie direction et actuellement, c'est une baisse, quoi. Par contre, on commence à se rapprocher, enfin, on est même dedans, de notre îlot zone bull. C'est-à-dire que si on prend le low de 2021 et le top de ce cycle, d'un point de vue capitalisation des alts cotés en BTC, on a retracé d'une valo de 17 millions de BTC à 7 millions. Donc, on a bien retracé. Quand je vois ce graphe, je me dis que, bon, on n'y est pas, on n'a pas encore marqué de structure de retournement. Mais si je commence à avoir une structure de retournement style W, où on commence à faire un petit range, on fait une déviation en dessous, on le reclaim, et qu'on commence à partir, et que derrière, à côté de ça, j'ai le Total 3 sur les alts, donc ici en paire USD, qui me marque aussi une structure de retournement, je pense que c'est le moment où la dominance de BTC prendra un coup, et c'est le moment où je reprendrai drastiquement de l'exposition. Pour l'instant, on n'est pas dans ces cas-là, et je pense que c'est pas impossible qu'on soit dans un scénario qui ressemble à ça. Actuellement, c'est ce que je regarde, genre une sorte de dernier excès baissier, et ensuite on repart. Je lis pas dans l'avenir, donc je sais pas si on fera ça, mais c'est typiquement un scénario qui me plairait, tu vois, avec une sorte de support qui est trouvé ici, sur lequel on a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on le pète, on fait paniquer tout le monde, et là on fait une structure de retournement et on récupère ce niveau-là, et ici on peut voir ça comme un range, et donc à ce moment-là, quand on réintègre un range, on a de bonnes chances d'aller chercher la bande opposée, et puis après on a des timings qui sont alignés sur comme je t'expliquais, les ETF, la halving, etc. Et donc là, par exemple, ce que je te montre là, ici, c'est autour de mars-avril 2024. Donc, évidemment, c'est un scénario comme un autre, mais c'est moi, en tout cas, ce que je cherche techniquement, tout simplement, pour me positionner. Donc, comme vous l'aurez compris, rien qui bouge, si ce n'est des alts et qui sont absolument tradés parce qu'elles ont de la volatilité et qui sont surtout tradés via les perps et pas en spot. Si je regarde donc sur les plus grosses caps, donc les large caps, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, on a eu pas mal de cryptos qui sont appréciés. Dans les large caps, on a pas mal qui ont pump. Après, pump, c'est un grand mot. Mais on a vu le TRX qui a 7,3% en positif sur les 7 derniers jours. On a le Atom qui a 6,3%, qui reprend un peu des forces, mais on a quand même bien enfoncé les précédentes semaines. C'est clair. On a le LTC et le Solana aussi qui sont appréciés. Et on peut aussi regarder sur l'open interest. Donc les changements en termes d'open interest, c'est quoi? C'est à quel point il y a de nombreux acteurs qui sont positionnés dessus. La semaine dernière, on avait surtout de mémoire, voilà, Solana. Donc sur les 30 derniers jours, Solana a
a vu son open interest augmenter de 40%, ce qui est ultra important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais potentiellement d'un squeeze dessus. Mais depuis, je crois que les fundings se sont rétablis et qu'on n'a rien de très alléchant. Mais voilà, globalement, ça bouge pas beaucoup moi je suis pas ultra convaincu. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Atom qui est, si on regarde là, Atom qui est avec un funding très très négatif, donc il y a beaucoup de gens qui commencent à le shorter. Ça m'intéresse. Si jamais j'ai Atom qui est genre sur une zone long terme intéressante et qu'il y a plein de gens qui commencent à le shorter, voilà. Si jamais il y a un setup bull, pourquoi pas le prendre? Mais globalement, je vais pas vous mentir, il se passe pas grand-chose. Moi, j'ai surtout regardé les marchés tradis avec le dollar qui a atteint tout simplement ma première grosse zone de résistance à laquelle je pensais, qui est tout simplement ce niveau weekly. Donc maintenant, et qui est les 38% de retracement de toute cette baisse. Donc ça va être une zone hyper importante. Si jamais on a un rejet du dollar sur ces niveaux-là et qu'on a le S&P qui en profite, là, on peut se diriger vers de nouveaux ATH. Mais pour l'instant, c'est peu probable. Et ça pourrait être positif sur les cryptos. Donc c'est pour ça que je surveille de près, parce que si jamais je commence à avoir des setups baissiers sur le dollar, que je commence à avoir des setups haussiers sur les cryptos, là ça peut être sympa. Mais ouais, globalement c'est une semaine naze, hein, je vais pas te le cacher. Sur Bitcoin, qu'est-ce que je regardais? Je regardais ça. Je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je disais que j'avais vraiment du mal à croire qu'on laisse tous ces lots non chassés. Tu sais, je te disais qu'on avait pas mal de lots qui se faisaient pas chasser et que j'attendais qu'ils se fassent chasser. Et qu'on retrouve après de la force acheteuse rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On avait un beau niveau de support avec des stops à aller chercher. J'avais dessiné cette zone sous forme de zone jaune ici. Je l'avais montré le dernier stream. On a été pile la chercher et ensuite on a rebondi. Moi, ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est que on n'en a pas profité pour aller chercher ce lot ici sur le spot. J'aurais bien aimé qu'on aille chercher ce lot et que là on rebondisse. Mais on n'est pas été jusque là, ce qui nous laisse un lot ici et un autre lot ici sur le spot. Donc après le spot, c'est pas forcément là où on va vouloir nécessairement le plus chasser. Je pense que c'est surtout sur les futures, et sur les futures on a déjà chassé. Mais voilà, ça c'est un petit truc qui m'embête. Et d'un point de vue purement court terme, hein, peut-être pour ceux qui s'y intéressent, on se rapproche d'une zone qui pour moi est assez intéressante. C'est-à-dire que pour moi, si on commence à instaurer des clôtures au-dessus de ce niveau-là, je pense qu'on peut se trouver dans un scénario où on accélère fortement. Et donc je me dis que si on a encore un momentum baissier, ici c'est pas forcément une mauvaise localisation en fait. Donc je fais extrêmement attention parce que tu vois, on a chassé des lots mais on les a pas tous chassés, donc on en laisse un, enfin on en a créé un et un autre qui sont juste à côté. On en a profité pour racler tous les mecs qui shortaient de manière tardive, et pour autant on change pas la dynamique qui est tout simplement des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc voilà, moi, ce dump, je suis pas ultra convaincu parce qu'on n'a pas été péter tous les lots que je voulais, qu'on n'a pas été chercher le niveau weekly que je voulais. Le niveau weekly que je voulais voir, c'était ce niveau rouge. Je voulais qu'on aille chercher les 24 300. Donc pour l'instant, on l'a pas fait. Et je fais extrêmement attention à ce qu'on n'ait pas une structure de retournement ici. Parce que comme je l'expliquais, la tendance de fond en daily ne change pas. Ici, on racle tous les mecs qui ont shorté et qui ont shorté tardivement entre grands guillemets. Et puis derrière, ici, je sais pas si tu vois, on a un high qui se fait chasser par ça. On fait un high qui se fait à nouveau chasser. Et donc sur le top, c'est une chasse constante de stop. Dans une localisation qui, à vue de nez, me semble pas dégueu. Si je regarde, on n'a pas été pile poil la chercher, mais ici c'était la zone de rechargement bear. Je pense même très sincèrement que on doit pas véritablement retourner ici, au-dessus d'ici. Et donc si je prends ce sommet comme le sommet qui m'intéresse, on a quelque chose d'assez sympa. Donc moi très sincèrement quand je vois ce graphique j'hésite à short. Si jamais j'ai des structures de continuation ici, au revoir. Mais le fait qu'on pump en laissant tous ces lots ici, tu vois, ici, ça, il y a aucune grosse mèche qui se chasse véritablement les précédents. Pour moi, ça me semble pas impossible que ce soit chassé, sachant qu'on a un top qui est plutôt clean dans le sens où sur ce top-là, en fait, on a une sorte de mèche scammy qui va chasser tous les mecs qui avaient mis leur stop au-dessus de ce high, et puis une fois que on les a chassés, là on part dans l'autre sens. Donc je fais attention à ce qu'on n'ait pas une structure de retournement maintenant vers le bas. Et jusqu'à preuve du contraire, franchement, oui, sur du plus moyen long terme, je suis très optimiste. Mais là, pour moi, c'est clairement une zone sur laquelle j'irai pas long, quoi. Si jamais j'ai vraiment un super setup bull ici,
après avoir chassé tous les stops dont je parlais qui se positionnent probablement ici, pourquoi pas. Et encore, parce que je vous ai dit que j'aimerais bien qu'on chasse de low rise. Mais ici, pour moi, c'est impossible de long actuellement. Et je pense que c'est pas impossible qu'on ait un retracement pour avoir un truc assez simple techniquement. T'as ton support, tu rebondis dessus, tu le casses, tu le récupères, et ensuite tu le retestes. Et tu peux long si jamais t'as genre des confirmations en plus petite unité de temps. Donc ça, c'est par exemple ce que je regarderais. Ça ici, c'est clairement une zone que je regarderais de très très près si jamais on est amené à la retester. Et si jamais cette zone elle lâche, pour moi, il y a absolument rien qui nous retient des 24 300 au minimum. Donc c'est vraiment ce que je regarde. Et tant qu'on se maintient au-dessus des 25 600, il y a une vraie opportunité pour les boules de pousser plus haut en fait. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Parce qu'en soi, on a bien lessivé le marché avec cette mèche ici. Hein. Cette mèche, mec, et ce dump, il a été ultra violent et on l'a bien lessivé. Donc si, moi, je dormais si on a sur un mes petit deux oreilles ce retracement... soir-là, heureusement. Ah ouais? Ouais. Moi j'étais devant les écrans, donc c'était... Je me suis réveillé, j'ai vu Twitter, j'ai dit putain, mais il y a une bombe nucléaire qui a tapé l'Ukraine ou... Bah non, mais c'est juste qu'on a eu de la volatilité dans un marché qui n'a plus de volatilité. Donc ouais. Et donc voilà. Personnellement, je pense que en ce moment c'est pas la période la plus intéressante à trader. Moi-même, je me désintéresse un peu du trading en ce moment. Enfin, je regarde tous les marchés très régulièrement. Je regarde tous mes screeners. Je regarde s'il y a des trucs intéressants, mais actuellement je trouve pas 10 000 trucs. Peut-être dans des choses qui me tapent un petit peu dans l'œil. On avait le rune. Je sais pas si tu viens sur Twitter. J'avais dit que tant qu'on se maintenait au-dessus de la zone rouge, je pensais qu'on pouvait pousser beaucoup plus haut. J'étais rentré ici, j'étais sorti ici de mémoire. Et là, pour le coup, en fait, on a retracé, on a été chercher un niveau assez intéressant. Je sais plus si c'est un niveau weekly ou... Ouais, je crois que c'est un niveau weekly. Et donc, on a fait tout simplement un beau petit range qui s'est matérialisé sous forme de potentiellement une continuation. Pour derrière aller chercher une voie. Et donc si jamais on a un petit retracement sur Rune qui est pas trop profond et qui nous permet d'acheter en prévision d'une protection de ce lot pour pousser plus haut, ça personnellement j'irai le faire, je pense. Parce que actuellement en fait Rune, quoi qu'on en dise, on avait un gros niveau qui a été testé à de multiples reprises, on est passé en dessous et on a fait une structure de retournement long terme. On a fait un W en weekly, en hebdomadaire. Donc ça, c'est quand même un signal assez puissant. Et donc, quand tu as une structure de retournement comme ça, en weekly, si jamais il y a des dips et que tu as des belles structures de continuation, ça vaut le coup de tenter ton shot et de la jouer. Donc pour moi, là, c'est trop tard ici, mais si jamais on a un petit retracement ici, pourquoi pas essayer de l'acheter pour défendre ce niveau de support et viser tout simplement plus haut. Sachant que en plus, on a déjà chassé ce high ici. Donc si jamais on retourne au-dessus de ce high après avoir chassé ce high, c'est-à-dire qu'on a, je pense, que ça c'était juste une chasse et qu'on aurait pu juste tout retracer. Mais là, c'est pas le cas actuellement. Donc si jamais on veut vraiment pousser plus haut, je pense qu'on peut accélérer bien plus haut et peut-être retracer ce niveau ici, tu vois. Ce niveau qui est très très clean, qui nous a servi de niveau de support tout le bull et puis qui a été retesté une fois qu'on est passé en bear de manière un peu plus violente. Donc moi je regarde le rune, je regarde le INJ, Injective, parce qu'on a ce high, il n'y en a aucun qui chasse le précédent. Et si je regarde tout simplement en mensuel, on voit quoi? On voit qu'on a une grosse zone ici qui nous servait de support, qui nous servait de résistance, qu'on a parfaitement retesté avant de dump. Et là, on est repassé au-dessus. Donc, et en plus de ça, c'est les 38% de retracement de toute la hausse. Donc, tu as les 38% de retracement, tu as un niveau de support qui est mensuel. Et donc, pour moi, si jamais j'ai une structure de retournement, un beau truc ici en daily, tous les jours, je rentre. De base, j'avais partagé sur le Discord ça. Quand on était ici, j'avais mis possiblement une entrée ici avec un stop ici. On n'a pas été touché mon entrée. Mais en tout cas, c'est ce que je regarde. En plus de ça, ici, tu as pas mal de stops à aller chercher. Et c'est notamment là où j'avais placé mon TP1 et puis mon TP2 pour aller chercher tous les highs en weekly. Donc voilà, si jamais sur INJ, j'ai quelque chose de sympa qui me permet d'en acheter, je pense que j'en achèterai dans tous les cas. Puis sinon, c'est la mort, mec. Hein. Franchement, ouais, t'as Iota qui nous montrait un début de quelque chose et là, on est en train de repasser sous le niveau de ils support. vont augmenter la masse monétaire de 60% à IOTA. Ah bah ça va alors. Mais vraiment, IOTA, je souhaite de mal à personne sur ce marché, mais la SEC, elle va se frotter les mains avec IOTA un jour. Tu penses? Ah oui.
C'est une dinguerie. Et il y a des trucs que je sais dont je peux pas vous parler en live, mais on va juste dire c'est très 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 noir. Tar Illuminati. LivePeer, moi je regarde le retracement parce qu'on est un peu comme sur Rune où on a fait un W weekly, on a récupéré un gros niveau de support et là on a pump. Donc si jamais on a un retracement ici qui nous permet de défendre ce lot et donc de défendre cette structure de retournement weekly, pourquoi pas essayer. Bon, on verra, mais je regarde ça de près. Le LTC qui essaye de reprendre ce niveau dont je parlais sur Twitter il y a un petit moment. C'est un gros niveau weekly et surtout mensuel. Et là, pour le coup, on essaie de le récupérer. Je pense très sincèrement que c'est le dernier support majeur qui nous reste sur Litecoin avant qu'on fasse un all-time low. Je pense que si on ne tient pas ce niveau, du coup, il y a de grandes chances qu'on perde ces lows. Et si on perd ces lows, je vois pas ce qui nous retient de passer sous les 30, voire les 25 dollars, en fait. Donc, ce serait assez catastrophique. Donc, si on est vraiment dans une dynamique à faire des creux de plus en plus haut en mensuel, parce que là, on parle d'un graphique en mensuel, c'est quand même une énorme time frame. Je pense que ici c'est une bonne localisation pour les acheteurs. Alors est-ce que on va être capable de la tenir? Je sais pas. Je pense qu'on peut au moins, même si ce marché a amené à aller plus bas, je pense qu'on peut au moins avoir un petit rebond. En tout cas, si jamais j'ai une structure de retournement ici, je pense que je prendrai un maxi short parce que maintenant qu'on a eu la living sur Litecoin, on n'a pas forcément de narrative intéressante. On n'a pas de potentiel ETF. On n'a pas de nouveauté, il y a personne qui a hypé dessus, il y a peu de liquidité. Faut le dire, voilà. c'est de la grosse merde. C'est très capitalisé par rapport à ce que c'est, donc voilà. Et peut-être je vais faire plaisir à des gens sur le stream. Elrond que je surveille de très très près. Sur toute cette poussée verticale c'est fou à dire, entre les 7 dollars et les 200 dollars en weekly, donc en hebdomadaire, on n'a pas vraiment créé de niveau de support, si ce n'est ici, où on a bataillé avant de pousser. Et là, on a justement retracé sur ce niveau. Sachant qu'on n'a pas du tout chassé tous les highs qui nous attendaient plus haut. Et que, pour le coup, on est toujours dans une tendance baissière, avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, je pense que c'est assez évident. Mais voilà, on a retesté un niveau de support qui est ultra clé. Je pense que c'est une bonne localisation pour bottom. Je sais pas si on va bottom ici, je dirais que non. Mais si jamais on a de belles choses et que genre j'ai un rebond et ensuite quelque chose comme ça avec un creux plus haut que le précédent et qu'ensuite on pète ce sommet et qu'on dessine une belle structure de retournement comme ça en weekly, là j'achèterais. Et j'aurais une meilleure entrée que 99% des holders sur les 24 derniers mois. Donc voilà. Et puis après, sinon, voilà, hein, franchement, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Juste moi, j'ai été fortement surpris par TRX, donc l'USDT. Personne n'en parle sur Twitter. Et pourtant, c'est une des alts qui performe le mieux. Imprime bien le graphe que je te montre là. Donc ça, ce graphe-là, le graphe dont on parlait juste avant, c'est les alts contre le BTC. Là, ce que je te montre, contre le BTC. Si tu as acheté du Tron en janvier 2021... En début de bull run. T'as largement surperformé BTC. Genre, t'as surperformé à hauteur de 3 fois Bitcoin. Et ce que je vois, c'est d'un point de vue technique, pour moi, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que t'as vraiment ton niveau de support sur lequel on reste longtemps. Ensuite, on le pète. On fait une structure de retournement, donc un W. C'est ce que je cherche à chaque fois sur les alts. On récupère ce niveau de support. On le reteste en tant que support. Et ensuite, on instaure une tendance haussière, puisqu'on fait en weekly des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Tu sais que t'es en train de me faire penser une dinguerie. Quoi? J'en ai du Tron, tu sais où il est? Oui, bah oui. Chez FTX. Ah bah on le récupérera en dollars, je pense, hein, mais... ouais, je sais pas s'il m'en reste beaucoup, mais... ce qu'on peut regarder, c'est à quel point... Genre, quels sont les cryptos qui sont le plus proches de faire un ATH, ok? Donc là, c'est le pourcent depuis... Enfin, par rapport au dernier ATH de la crypto. Et dans les plus grosses capitalisations... Donc, tu as Bitcoin qui a moins 60%, je crois que c'est ça. Ouais, moins 60%. Tron qui a moins 69%. Ethereum a moins 66%. Donc, c'est vrai qu'il a bien... Là, on regarde sur toutes les cryptos. Là, on regarde sur toutes les cryptos qui ont une capitalisation supérieure à 50 millions. Donc, ça veut dire que là, Tron... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Elle est dans... C'est dans le top 10 des cryptos qui sont le plus proches de leur dernier ATH. Ce qui est assez fou, hein. Et sur un an, Tron, il a plus 52% et Bitcoin, il a plus 59%. Hein. Et Ethereum, il a plus 35%. Donc, Tron, c'est un vilain petit canard que
tout le monde déteste, mais ce truc il tient pour l'instant. Alors est-ce Ouais. qu'il tient parce qu'il est totalement manipulé et possédé par un être humain qui s'appelle Justin Sun? C'est le jeu. Hein. Voilà. Mais l'argent pour moi n'a pas d'odeur et c'est pour ça que je le regarde. Et en général, quand il y a très peu de gens qui regardent, Va sur CoinMarketCap qu'on voit un peu où se font les volumes pour le Tron. Je dirais à la louche Binance, UOB, Poloniex. Ouais, est-ce qu'il y Mais a un TRX ici? Bon, alors, je vais regarder TRX. voilà, marché. Binance, pas UOB. Non, en fait, après, ça dépend. Ça dépend du trust score. Parce qu'en fait, Bah ouais. tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais je vois Parce très bien qu'en ce que tu veux dire. en gros, CoinMarketCap met une sorte de score de confiance dans ce volume-là. Le truc, c'est que tu as plein d'exchanges qui font énormément de volume mais qui sont scannés. Donc, dans ceux dans lesquels CoinMarketCap met de la confiance, le plus gros, c'est Binance et Bithumb. Mais je suppose que si tu descends un peu dans la confiance, tu dois trouver peut-être Poloniex quelque part. Parce que Poloniex, pour ceux qui ne savent pas, appartient à Justinson aujourd'hui. Et UOB, Et Hobby, voilà. officieusement n'appartient pas, enfin officiellement n'appartient pas à Justinson, mais je crois il fait partie de l'équipe ou je sais pas quoi, et il pousse UOB. C'est très shady par rapport à UOB. Donc moi, ce graphe, personnellement, je le trouve plus beau que 90% des cryptos. Et alors, juste en comparatif, tu vois ce graphe? Ah ouais, je peux le comparer. Alors, attends. Ah, je peux pas le comparer à... Ah si, attends. Bon, j'allais le comparer à Multiversix, mais tu vois bien que c'est une tendance haussière ici, là. Ouais. Alors que... enfin, en tout cas, c'est relativement haussier comparé à le reste des cryptos. Donc, voilà. Moi, je surveille ça. On verra si ça paye. J'en ai pas pour l'instant, pour être très clair. Mais... Voilà, si jamais j'ai un setup de trading ou que voilà, j'ai peut-être une petite poche d'investissement pour ce cycle-là, pourquoi pas. J'ai pas du tout regardé les tokenomics. On a le circulating supply, c'est le total supply, ok. Donc j'ai plus jamais d'émission. Ouais. Je sais pas. Non, max supply il est infini, donc je suppose que bon, on peut faire peut-être un peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, on est à 7,5 milliards. Et on sait top combien? C'est top 11. C'est gros quand même. Hein. Ouais, parce que ça fait circuler l'USDT. Et je crois qu'il y a toujours son protocole dégueulasse, là, avec je sais pas combien de pourcents à l'année sur l'USDD. USDD, ouais. Alors, pourquoi Justinson est mal vu? Excellente question dans le chat, je me permets de répondre. Ça ne te dérange pas, Léo? Vas-y. Avec plaisir. Alors, pourquoi Justinson est mal vu? Alors, parce que Justinson, à la base, son projet Tron, c'est juste un papier avec écrit on va faire Ethereum en mieux. Donc, il a copié-collé un gros morceau du white paper d'Ethereum, il a rajouté un petit peu de bullshit par-dessus, il a fait un site internet avec une promesse et il a levé énormément d'argent. Ensuite, pendant la levée, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, il a fait son influenceur sur Twitter. Je sais pas si c'était sur TikTok ou quoi à l'époque, mais c'était en mode acheter les gars, acheter, ça a pumpé, ça a pumpé. Tu vois, c'est des trucs que tu dis pas normalement. Ensuite, quand il a fait son ICO, le lendemain de l'ICO, la Chine interdisait les ICO sur son territoire. Il s'est cassé de Chine pour aller s'expatrier. Je sais plus dans quel pays, il est passé de pays en pays. Ensuite, il est accusé de manipulation de marché, d'avoir justement géré des trading desks où il a manipulé plein de jetons. Moi, j'ai une source qui me confirme que c'est plus ou moins vrai. Je vais pas la donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Justinson a appelé ma source une fois pour lui dire, écoute, moi, si tu veux, je rachète Vlad tes jetons. Et il lui a dit, mais bah non, bah je rachète ta boîte et v'là les jetons. Bah non, toujours pas, tu vois. Je vois très bien la source, ça me fait bien. Et du coup, voilà. Donc c'est quelqu'un... Non, c'est pas Boutlou la source. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait du business, en fait. Moi, j'ai ma petite théorie. Je pense qu'il est proche du gouvernement chinois. Voulu ou pas voulu, c'est une autre histoire. Et pour moi, c'est une top du gouvernement chinois. Et voilà. Et le problème, en fait, c'est qu'il essaye de bien se faire voir par tout le monde avec des élans de générosité, mais cette générosité, elle est jamais sincère ou jamais réelle. Ouais. Alors après, c'est un businessman, tu vois. Exactement. Et quand tu fais un geste, évidemment, dans la plupart des cas, t'espères évidemment que ça apporte quelque chose à ces personnes-là, mais t'essayes d'avoir peut-être un intérêt. Mais là, c'est tellement évident, c'est tellement... Enfin, ça saute aux yeux, quoi. Tu vois, avec toute l'histoire en mode, tous les détenteurs de Tron sur FTX, vous inquiétez pas, je vous sauve le cul. Bon, voilà. Après, il nous dit...
oui les gars, vous inquiétez pas, le Tron il va pas dump dans tous les cas parce que sur FTX tous les Tron qui sont là, moi je peux faire un deal OTC et puis ça aura pas d'impact sur le marché. Bon, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que tu dis ça juste pour arranger les prix ou est-ce que t'es vraiment en capacité de racheter tous les Tron qu'il y avait sur FTX? Donc en fait j'ai l'impression que c'est surtout un beau parleur et puis même ça se voit que c'est un putain de mégalo. Hein. Mais bien sûr, il est très fort. On allait dans des conférences, il y avait sa gueule dans l'ascenseur, sur des grands, sur les murs de l'ascenseur ou même dans tous les murs de la conférence, etc. Donc je sais pas, je pense que sincèrement c'est des valeurs et une approche marketing commercial qui est différente de ce que moi j'apprécie, probablement toi aussi Capet. Et probablement pour la plupart des gens dans l'écosystème. Après, il fait son petit bout de chemin, il a fait son oseille. Voilà, c'est un rapace, quoi. Il faut garder ça en tête. C'est ça. Il sent la douille. Il sent la douille. Donc, il y a beaucoup de gens qui le détestent par rapport à ça. Et tout le monde se dit, un jour, il va nous niquer de valeur. Et puis, jusqu'à présent, pas tellement, tu vois. C'est juste qu'il a fait un gros braquage avec une ICO. Il s'est sorti plus d'1 milliard de dollars en perso. Que ce milliard, c'est devenu plusieurs milliards. Et qu'aujourd'hui, il a les reins extrêmement solides. C'est un des plus crypto bro, un des plus riches de l'écosystème, en fait. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est un vilain petit canard. On passe à l'actu ? On passe à l'actu, c'est parti. Je me mets sur mon écran. En tout cas, j'espère que la partie technique vous aura plu, les potes. Un petit peu moins dense que d'habitude. Mais dans tous les cas, dès qu'il y aura quelque chose de signifiant à dire, évidemment, j'en ferai une vidéo. Et puis en vrai, j'ai kiffé le fait qu'on interagisse un peu et tout. On aurait peut-être encore un peu plus parlé avec le chat, mais n'hésite pas. Et puis même, n'hésitez pas dans le chat si jamais il y a des trucs qui vous semblent pertinents ou des trucs qui sont pas clairs pour vous. Pas de souci pour être là et en parler. On est sur mon écran, pense bien à mettre les webcams en bas à droite, comme ça c'est affiché correctement. Je sais pas si c'est le cas, je te fais confiance sur Elles sont toutes en bas à droite, ouais. Parfait. Et on commence sur de l'actualité, on va faire après du Fonda bien entendu. Alors sur les actualités, on a Sony qui investit dans Startail Labs, qui est une entreprise japonaise qui est spécialisée dans la blockchain et aussi le métaverse. Et donc l'objectif ici, c'est de bosser sur une infra blockchain ensemble, ultra scalable, pour justement proposer toutes sortes de services avec l'écosystème de Sony. Donc encore une fois, Sony, vous connaissez, hein, Sony c'est PlayStation, c'est des téléphones, des appareils photo, des caméras, des capteurs photo, notamment si ça n'a pas changé dans votre iPhone, sachez que toute la partie photo, c'est des capteurs Sony. Et c'est une très belle boîte qui a eu des hauts, qui a eu des bas, et qui a essayé de faire un pas dans le métaverse, et là qui fait un vrai pas dans le Web3 parce qu'ils investissent justement 3,5 millions de dollars dans une entreprise Web3. Donc tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que cette entreprise Web3, elle bosse avec Astar. Astar qui est une chaîne EVM et WASM sur l'écosystème Polkadot, c'est-à-dire compatible avec les smart contracts Ethereum et compatible avec les langages de programmation WebAssembly qui permettent du coup de gérer plein de langages et d'avoir de la performance. Le framework de Polkadot utilisé par Astar et qui sera utilisé très probablement par Sony, est un framework qui est très performant. Donc, je vais être curieux de voir comment l'ingénierie va se faire sur ce projet et si ce projet blockchain va prendre de l'envergure ou pas. Après, il faut doser 3,5 millions de dollars par rapport à Sony. C'est des miettes. Hein. C'est un beau titre, hein. Sony investit dans le Web3, mais on ne parle pas d'un investissement massif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a PayPal qui s'associe à MetaMask pour les clients américains, pour faciliter les transactions crypto aux États-Unis. Alors, c'est juste une intégration avec MetaMask pour pouvoir faire des entrées et sorties. On est punis, nous ? Je pense que c'est une question de réglementation. Et là, en l'occurrence, c'est pouvoir vendre facilement des cryptos pour avoir des dollars PayPal, donc de la monnaie électronique PayPal. Voilà. Donc, les commissions sont énormes, je crois. Des gens parlaient de 13% de commission entre la vente de la crypto et le fait que ça arrive sur ton PayPal. Ah, ça, j'ai pas cette info. J'ai vu des gens tweeter à ce sujet-là. Donc, évidemment, à vérifier d'un point de vue commission. Mais très sincèrement, je pense que c'est pour les noobs, c'est pour les nouveaux entrants qui veulent des solutions faciles, etc. Mais et les commerçants. Ouais. Et les commerçants aussi, pour prendre en charge un petit peu. Mais 13%, si c'est réellement le cas, c'est du vol. À vérifier. Quelqu'un qui disait c'était 9%, il me semble. 9%, ça reste du vol. 9%, c'est les frais quand tu fais un swap depuis MetaMask, ouais. Si tu fais un swap sur un petit volume d'échange, parce qu'il y a plusieurs trucs. Mais après, sur des gros volumes, tu ne seras pas à 9%. Bien sûr. Enfin, ça m'étonnerait là énormément. Ouais. Ensuite, on a un changement de direction du côté de Binance US. Donc, Brian Schroeder qui quitte le navire. On a également une perte d'un tiers des effectifs de Binance US avec plus de 100 emplois qui ont été éliminés. Donc, Binance US qui est une entité dédiée à la clientèle aux États-Unis par Binance, en sachant que
Il y a aussi beaucoup de FUD par rapport à ça, parce que le régulateur, la SEC, a attaqué Binance sur ce terrain-là en leur disant « Vous avez essayé de nous avoir, vous avez essayé de faire semblant d'aller dans le sens de la réglementation, mais tout ça est un subterfuge. » Et le CEO de Binance répond en disant bah, « Moi, je ne suis pas d'accord et je pense vraiment que la SEC abuse. Et maintenant, on laisse les autorités faire leur travail. » Toujours est-il que dans cette communication, après licenciement de pas mal d'employés, il serait question de 7 ans d'avance financière, traduction 7 ans de trésorerie. Donc ça veut dire que le bear il peut durer un bon moment, même s'ils font pas des volumes de zinzin, bah, ça permet aux autres employés de pouvoir tenir sur leur canne. Donc tu peux dire d'un côté c'est un FUD, voilà, on a plein de gens de la direction qui se barrent parce qu'ils ont peur et tout, et puis peut-être que potentiellement aussi c'est simplement une restructuration ou un mélange des deux, et au final c'est reculer pour mieux avancer et remordir. En fait, pour moi, moi, j'ai pas. Si je devais peut-être m'exprimer sur Binance. US ou Binance? Binance. Ok. Le fait qu'il y ait plein de grosses têtes qui partent, je vais pas vous mentir, c'est très inquiétant parce qu'en général, la réussite d'une société est souvent étroitement liée et associée avec les personnes qui travaillent, en fait. Ouais. Donc. Coin Academy, je pense que ça réussit parce que nous on est là, mais sinon on partait, est-ce que ce serait toujours Coin Academy? Binance, c'est Binance, mais si t'as les plus grosses têtes qui partent, etc. Alors après, évidemment, faut voir par qui ils sont remplacés, mais il n'y a pas eu d'effet d'annonce du style cette personne part et là t'as un gros nom qui arrive, quoi. Ouais, pour donc, le moment, non. C'est le directeur juridique, je crois, qui prend la main de façon intérim le temps de trouver un personnage qui reprendra la main vraiment, pour le PDG. Donc moi, la sensation que ça me donne, et même Crypto Donald en parlait, il disait qu'il n'était pas très rassuré et que lui, il pensait qu'il y avait une dinguerie. Et moi, je pense, c'est évidemment de la spéculation, je n'ai rien pour étayer mes propos, mais je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est soit qu'il y a des gros problèmes financiers, ce qui me semble pas le cas, soit que peut-être ils ont plus foi en crypto, mais encore une fois, ça m'étonne énormément parce que quand tu as une position aussi importante chez Binance et qu'il y a un aussi gros acteur, enfin c'est un peu comme si tu travaillais dans le sport et que tu travaillais chez Nike, enfin pourquoi partir de là-bas? Surtout qu'il n'y a pas vraiment de raisons qui sont avancées publiquement. Enfin, c'est des raisons qui ont l'air qui sonnent bidons. Tu vois. Moi, je peux t'en donner une. C'est donc, ouais, termine. En gros, c'était un poste à responsabilité, à très haute responsabilité, type juridique, PDG, etc. Et que le régulateur avoir des soucis, les gars. Ouais, que le régulateur gagne, bah tu vas avoir des comptes à rendre et ça te fait un CV. Presque, ça t'éclate ta carrière en fait. Donc peut-être que les gars se disent bah. Peut-être vous avez raison, mais moi, j'ai juste pas envie de jouer le play. Qu'est-ce que j'y gagne, tu vois? Dans tous les cas, j'aurai la directrice générale de Binance France très prochainement en interview, donc on aura probablement l'occasion d'en parler. Mais moi, la sensation que ça me donne, c'est que Binance, quand ça s'est lancé, c'était shady de fou. Enfin, shady, c'était comme tout acteur en crypto. Au début, il n'y avait pas trop de régulation. Et puis, eux, ils ont joué aussi le rôle de... Enfin, le jeu de on n'est pas régulé, on avance vite et puis on verra. Et on s'adapte par la suite. Et là, on est dans cette période où ils s'adaptent. Mais ce qui s'est passé avant, pour moi, je pense qu'il s'est passé des dingueries. Je pense que probablement entre 2017-2018 et 2020-2021, je pense que c'est le moment où la boîte était crade, qu'ils avaient peut-être fait des folies d'un point de vue comptable, d'un point de vue éthique en faisant certaines actions avec certains utilisateurs. Et que maintenant qu'ils passent tout au Karcher et qu'ils mettent tout au propre, bah il y a des cadavres qui sortent du placard. Et je pense que ces exécutifs ont vraiment peur que ça leur retombe dessus et ils voient le truc venir à toute patate et je pense qu'ils veulent vraiment l'éviter au maximum. Moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Je pense pas que Binance fera faillite. Je pense que Finance, d'un point de vue financier, c'est clean. Mais je pense qu'en grossissant, et vu à la vitesse à laquelle ils ont grossi, ils ont probablement fait des cochonneries et que ces cochonneries, elles ont de bonnes chances de sortir maintenant et que certains essayent juste de les éviter, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est de la spéculation. On est dans des exactement. Mais ouais. Voilà notre avis sur la question. Et maintenant, on verra. Ensuite, très rapide, on a une transaction Bitcoin qui a coûté très très cher à Paxos. Paxos, qui est une entreprise blockchain qui fait notamment des stablecoins backés par du dollar.
Il faut aussi de l'or sur la blockchain backé par du vrai or. Ils se sont loupés sur une transaction Bitcoin. Ça doit être une toute petite transaction. Ils ont très probablement dû inverser les frais de transaction et la transaction en elle-même à envoyer et se retrouver à payer 500 000 $ de frais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand tu fais une transaction, elle est ajoutée à un mempool. Donc, elle est dans une queue de plein de transactions. Et ensuite, elle va être ajoutée à un bloc. Et c'est le mineur du bloc qui va ramasser les frais de transaction. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise qui a ramassé les frais de transaction, c'est F2Pool. Dès qu'elle a vu la transaction, ils ont tiqué direct. Ils ont dit oui, bon, là, quelqu'un qui paye 500 000 $ de frais de transaction, c'est une erreur, c'est sûr. Donc, ils ont fait un communiqué pour dire on vous laisse 3 jours pour vous identifier, venir nous voir pour prouver que c'est vous. Et après, on verra. Et au final, à l'issue des 3 jours, au début, il y a eu du doute sur la rente des fonds, etc. Ils ont décidé au final de rendre les fonds à Paxos et ils ont fait un communiqué pour dire voilà, bon, on a rendu les fonds à Paxos. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut éviter des problèmes. Peut-être que Paxos aurait pu les attaquer. C'est pas Paxos pour le compte de PayPal? On parle de PayPal nulle part ici. Et pour le coup, j'avoue que je serais pas capable de te répondre, mais je pense pas. Ok. Faudrait qu'on regarde, mais ouais. Voilà. En tout cas, ça a arrivé plein de fois sur le marché, des erreurs comme ça et des remboursements de grosses sommes. Et c'est plutôt sain. Ensuite, on a FTX qui modifie sa stratégie de liquidation. Alors, on va vous faire tous les épisodes. Ça a beaucoup bougé cette semaine par rapport à ça. D'abord, ils ont voulu se débarrasser de leurs 3,4 milliards d'actifs. Sauf que les gens, ils ont commencé à paniquer en mode les actifs, c'est ça, ça, ça. Je vous les montre tout de suite, les actifs en question. J'ai un tweet dédié sur le sujet. Voilà, donc c'était beaucoup de Solana, de BTC, d'Ethereum. D'ailleurs, ça m'a choqué le nombre en dollars de Solana parce que j'ai regardé Solana de mémoire, c'était, je sais plus, 8 milliards ou peut-être 9 milliards maximum. Et là, j'ai plus 1,2 milliard de Solana. Je suis en mode, mais quoi? Ouais, ça reste beaucoup, hein. Mais c'est énorme. Et donc, bref, les gens se sont dit, non, mais là, s'ils vendent, ça va tuer le prix et tout, ça fait paniquer pas mal de monde. Donc, en fait, ils ont changé de stratégie. Et la stratégie nouvelle, ça a été de dire, si on vend, on vous dira pas quand, on vous dira pas dans quelle proportion, comme ça, arrêtez d'essayer de pricer. Et en plus de ça, on va essayer de faire ça en OTC principalement, donc pas sur des carnets d'ordre. Comme ça n'aura pas un impact sur le prix. Mais même au-delà de ça, y a pas mal de détails à ajouter par rapport à ça. Je sais pas du tout si on l'a précisé dans l'article, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de Solana qui sont encore vestés, donc c'est-à-dire qu'ils sont lockés, c'est-à-dire que eux, ils n'y ont pas accès. Je crois qu'il y a une partie des Solana qui sont aussi vendus à la fondation. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Voilà, il y a déjà t'as les monthly unlocks. Attends, et t'as les big unlocks. Ok. Non, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent pas tout dump maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a que très peu de Solana en dollars qui sont liquides et vendables maintenant pour FTX. Là, on serait à 9,2 millions par mois. Donc, l'impact sur le prix du jeton reste modéré. Après le Big Unlock, c'est en mars 2025. Donc, d'ici là, il peut se passer pas mal de choses. Donc, pour le moment, 9 millions de dollars par mois, c'est vraiment rien. Après, on fera un article, je pense, dédié à ce sujet-là. Je pense que ça peut être vraiment bien que vous ayez de la visibilité, mais voilà pour FTX. Et surtout, le plus important, c'est que tu as le portail des claims qui est réouvert. Oui. Parce qu'il y avait il y avait un leak des données et ils avaient gelé l'accès aux comptes et aux claims, etc. de mémoire. Et vous pouvez désormais y réaccéder et refaire votre claim. Et vous avez jusqu'au 29 septembre de mémoire. Donc, il vous reste à peu près 2 semaines pour faire les démarches. Faites-le. Prenez ça au sérieux. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à en parler sur Twitter. Il y a aussi le groupe Telegram de Esprit Cryptique dédié au sujet, donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté-là si jamais vous avez des questions, etc. Ils sont vraiment réactifs dans ce groupe-là et il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Donc vraiment très actifs. Et voilà, pour le coup, on a écrit un article sur le sujet. Peut-être que tu veux le linker, mais normalement, c'est à nouveau. Je le mets dans les deux chats et je le mets dans mon petit doc. Voilà, si vous nous écoutez sur YouTube pendant la rediffusion, voilà, c'est l'occasion de nous laisser un like. On a bien travaillé quand même. Accessoirement, nous laisser un petit commentaire si l'émission vous plaît. Vous abonner, bien sûr. Et on vous laisse à chaque fois en description tous les liens utiles de tout ce dont on parle dans cette émission. Donc, servez-vous. Plein de liens utiles. Une vidéo par jour, contenu gratuit.
Franchement, que demande le peuple. Pour terminer. Et merci aussi à vous d'être là. Désolé de te couper, mais on a fait un petit pic à 390 personnes. Là, on est 360 en simultané. Franchement, ça fait plaisir. Bon, on faisait plus évidemment en boule, mais c'est marrant de voir qu'il y a quand même du monde qui est intéressé en live. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien, les potes. Merci pour le soutien. Nous, on n'arrête pas de toute façon. Donc voilà pour les actualités. Après, on a quelques actus en bref intéressantes. La situation de Polygon évolue. Le Matic va devenir le Pol. Bon, ça, on le savait déjà, mais ça avance. Et vous allez pouvoir convertir vos Matic contre du Pol. Ils vont mettre en place des smart contracts. Je vous laisserai regarder l'article dédié directement sur Coin Academy. On a, comme je le disais plus tôt, un optimistic roll-up sur la stack d'Optimism qui arrive sur Binance. Binance l'a dit dans des communiqués, l'idée c'est de faire de l'optimistic roll-up et du zk roll-up pour sa BNB chain de sorte à ne rien manquer par rapport à Ethereum. Les ETH sur Lido qui sont stakés, qui vont pouvoir être compatibles avec tout l'écosystème Cosmos. Alors là, je prends le temps d'en parler. Ça, c'est de la frappe. Hein. Je prends le temps d'en parler un petit peu plus longtemps. Parce que du coup, les ETH sur Lido, ok, ils vont être sur Cosmos via ABC, mais ce ne sera pas des ETH stakés natifs, ce sera des ETH stakés wrappés. J'aime pas, par habitude, c'est pas une intégration native. Donc bon, j'ai confiance en Neutron, j'ai confiance en Axelar, qui sont les deux partenaires. Neutron, c'est une plateforme de smart contract. Axelar, c'est un protocole qui permet de bridger des actifs, qui est connecté à plein de blockchains, plus qui est compatible avec IBC, donc qui est connecté à l'écosystème Cosmos. C'est pour ça qu'ils se sont associés avec eux. Et l'idée, ça va être de justement proposer des wrapped Ethereum dans l'écosystème Cosmos, et donc du coup sur DYDX, bien entendu, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, on a un article dédié sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, la Deutsche Bank qui propose des services crypto. Et pas mal de choses par rapport à la SEC, notamment le fait qu'ils utilisent de l'IA pour les transactions financières, qu'ils ont présenté un document bien ZAF aux régulateurs pour justement expliquer leur vision. Mais c'est des trucs qu'on sait déjà. C'est oui, il faut réglementer les crypto-monnaies de la même façon que les bourses, parce que sinon, c'est trop facile. Les gars, ils veulent lever des fonds, et ils partent en crypto plutôt qu'en bourse. Mais on n'a pas parlé aussi. Des dossiers. Il y a l'Europe qui veut de la surveillance de masse d'ici 2026 aussi. Ils voulaient se lancer en 2026 sur la surveillance de masse en crypto de mémoire, et que en gros tous les échanges soient instantanément et directement communiqués au fisc, aux des juridictions pertinentes. Heureusement, on a des exchanges décentralisés pour le moment. Voilà, et puis après, ce que je vous disais tout à l'heure, le CEO de Binance qui n'est pas d'accord avec les dépôts de la SEC concernant Binance et concernant Binance US. Qu'est-ce que je me suis noté côté Fonda? Côté Fonda, on a des trucs sympas. Alors déjà, je me permets juste de vous rappeler que sur la chaîne de CryptoPixel, il y a plein d'interviews hyper sympas. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre. Si tu vas dans Accueil sur ma chaîne, tu descends. Alors ouais, voilà. Tu descends, t'as interview de personnalité. Ouais. Et là, en gros, si tu cliques sur la playlist, t'as toutes les interviews que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et il y en a 31 maintenant. 31 et il y en a pas mal en stock. Ouais. Et si vous avez YouTube Premium, vous pouvez aussi vous écouter ça en mode podcast si vous en foutez d'avoir la vidéo. Ça marche aussi en travaillant, dans la voiture, etc. Tu les mets sur Spotify aussi? Ouais, les derniers, je crois, les 2 derniers, je les ai pas mis, mais sinon le reste c'était là. Ouais. Très bien, surveillez la description. Ensuite, donc juste une petite news. Unity. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a quand même un lien direct avec les cryptos. Unity, c'est un des moteurs pour développer des jeux vidéo les plus utilisés sur le marché avec Unreal Engine. Beaucoup choisissent Unity pour ses boîtes à outils et sa simplicité quand vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement technique pour développer des jeux vidéo. C'est-à-dire les profils très techniques vont aller sur Unreal Engine, les profils un peu moins techniques vont aller sur Unity, notamment pour les jeux mobiles, etc. Il y a énormément de jeux qui utilisent Unity et jusqu'à présent, tu te servais sur Unity, c'était gratuit, tu déployais, ton jeu il était gratuit, basta. Là, ils sont en train de revoir totalement leur politique avec effet rétroactif, où en fait l'idée ce serait de faire payer un frais aux créateurs de jeux vidéo à chaque fois que quelqu'un installe. Alors précision, ils ont mis des petites précisions dans leur politique en mode oui, si le gars désinstalle, réinstalle plusieurs fois, on va pas doubler, tripler, machin, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Mais ça peut créer des abus. 0x Leroux, Alex, notre associé, on a dit un très intéressant.
c'est le revenge download. Imagine, t'as un studio de jeux vidéo qui fait un bad buzz pour je ne sais quelle raison, et t'as des gens sur Reddit ou sur YouTube qui disent ouais, allez tous télécharger son jeu, comme ça ils vont payer masse de frais. Bah la boîte, elle se fait dépouiller. Elle se fait dépouiller par cette nouvelle politique. Donc c'est quand même assez chaud. Et il faut savoir qu'il y a énormément de projets Web3 de jeux vidéo qui développent sur Unity pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'outils pour intégrer MetaMask, pour intégrer la blockchain et des tutos qui sont liés à Unity. Donc du coup c'est chaud. Et pour le moment, Unity ne démord pas. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont tout simplement couper leur jeu ou couper le développement de leur jeu pour faire une transition chez Unreal Engine parce qu'ils peuvent pas se permettre. En plus, plus ton jeu a du succès, plus il est téléchargé, plus ça va te coûter cher. Donc si ton business model il est pas adapté, c'est pas bon. Et avec effet rétroactif, vous imaginez? Ça veut dire que toi, t'étais pas au courant, t'as fait ton truc, tu sors le jeu et puis t'as une nouvelle politique et là on te dit ouais bah frérot, bah ça va te coûter X millions. Bah j'ai pas les sous, bah tant pis. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est dingue. Dans le chat, dans la description YouTube, bien sûr. Ensuite, donc, sur la chaîne de Coin Academy, dernière petite passe, beaucoup de contenu qui arrive, une vidéo par jour, des interviews, toutes sortes de choses. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à laisser un petit message. Peut-être checker l'académie aussi du site. Ouais, on a publié énormément de choses. Peut-être si tu veux montrer. Je termine sur ça et j'enchaîne direct. L'USDC qui continue de se rajouter sur différentes chaînes, sur différents roll-ups. Il parle de Stable September. Là, au moment de cette masterclass, on est au 17 septembre. Donc, on va très probablement avoir encore des news pendant 2 semaines. Peut-être qu'on va en avoir sur la blockchain Phantom, parce qu'à l'époque, c'était des USDC non natifs. Il y a 2 émissions sur leur site internet, ils parlaient de Phantom, et la semaine dernière, ils ont enlevé Phantom. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait un effet d'annonce qui arrive. Voilà, donc bon, c'est surtout une histoire de dire que l'USDC va être partout, hein, et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Je vais aller voir l'académie, effectivement. Quand vous allez sur le site Coin Academy, n'hésitez pas, vous avez bien sûr les actualités en premier lieu. Et quand vous scrollez un petit peu plus bas, vous avez aussi des flash news pour ceux qui sont vraiment la tête dans le guidon, qui aiment beaucoup l'actualité. Vous avez l'académie. Avec ça, c'est peut-être pas rangé correctement. Ça devrait peut-être pas être dans l'académie. Ouais, on l'a mis dans l'académie parce que c'était plus simple. Mais sinon, voilà, on a beaucoup de contenu, des tutos, comment acheter, des explications dans le header du site Académie. Soit vous prenez en fonction de votre niveau, soit vous prenez en fonction du thème. Par exemple, vous êtes intéressé par la DeFi. Et là, vous vous servez toutes sortes de contenus qui sont proposés pour apprendre des choses sur les crypto-monnaies. Il y a eu une mini coupure, mais normalement, ça remarchait genre au bout de 10 secondes. C'était quoi? La cam qui a coupé ou... C'était toi, t'avais freeze, mais c'est ok là. Ouais, je sais pas. Eh ben, excusez-moi. Mais ouais, tout est disponible sur Coin Academy, et peut-être que je peux remontrer mon écran rapidement. N'hésitez pas à exploiter vraiment le site à 100% de ses capacités. C'est-à-dire que là, vous avez la catégorie Flash News sur la page d'accueil du site. Et en fait, sur la partie Flash News, si vous cliquez sur Voir Plus ou même le Flash News, en fait, vous avez de la news en continu, même en dehors de Coin Academy. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe sur The Block, on va regarder ce qui se passe chez Coindesk, et en fait, on va faire de l'agrégation de ces news-là, et on les met tout simplement ici. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser à 100%. Comme l'expliquait aussi Capet, vous avez l'académie, dans laquelle vous avez tous les niveaux, vous avez les formations complètes de Bitcoin et Ethereum qui sont gratuites, au bout desquelles vous avez aussi un petit diplôme au format PDF, et on va donner des Soulbound tokens, a priori, on est en train de travailler dessus, avec une belle boîte. Et puis, ouais, d'un point de vue purement académique, vous avez plein de choses. Vous avez du coup Ishimoku, les liquidités en trading, le Max Payne, le CVD, Cumulative Volume Delta, vous avez le RGB, donc sur Bitcoin, vous avez comment traquer la smart money, protéger sa seed phrase, vous avez comment acheter des cryptos évidemment, plus à destination de Google pour être très honnête, les assurances en DeFi, le hedging, les stablecoins euros, vous avez les arnaques, comment les éviter, vous avez Wyckoff, on vous explique ce que c'est Wyckoff, la social recovery en crypto, investir en immobilier en crypto, les alternatives à Ledger Recover, commencer en crypto sans argent, vous avez plein de choses. On essaie de vous publier un maximum de contenu, donc n'hésitez pas à checker ça sur l'académie. Et pour ceux qui ont accès au club, qui ont un NFT de la du site, donc juste il y a mon chat qui gueule derrière. Oui, j'entends. Vous allez sur n'importe quel article d'actualité, et derrière vous pouvez tout simplement décider de le minter au format NFT. Oui, mon ref. Ça, il fait du boucan, hein. Il fait de boucan le ref là, il veut de l'attention. Et vous pouvez cliquer tout simplement sur oui, obtenez cet article au format NFT ici.
le bouton juste en dessous de la miniature, et vous pouvez acheter directement eh bien, le NFT. Vous avez pas mal d'attributs et de choses, et une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez directement rejoindre le Discord, vérifier que vous possédez bien un NFT, et accéder surtout au club en ayant un compte Coin Academy, gratuit, rapide, et en accédant à ces contenus en accès anticipé. Donc là, en gros, si vous n'êtes pas connecté et que vous cliquez dessus, vous n'avez pas les contenus, mais lorsque vous cliquez dessus, derrière, vous avez tout simplement accès à la vidéo. Donc voilà. Ouais, et concernant l'académie, peut-être qu'on réfléchira à comment mieux ranger ou peut-être mieux vous guider dans l'apprentissage, effectivement, pour vous inciter un peu plus à consommer les articles de l'académie, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On est à 350 déjà. C'est quand même... Et il y a de tout. Hein. D'ailleurs, montre-leur, hein, Académie niveau expert, il n'y en a pas 10 000, mais il y a des morceaux de poulet, les gars, sur des concepts hyper intéressants pour renforcer vos connaissances sur la fiscalité, la modularité, mais aussi pour analyser des jetons. Voilà, analyse fondamentale, comprendre l'utilité d'une crypto-monnaie, analyser ses tokenomics, trouver soi-même les narratifs. Et peut-être pour en parler plus, parler plus du club aussi, du coup, on a ces accès anticipés, mais vous avez aussi des contenus exclusifs. Donc vous avez la conférence qu'on a tournée. Clique sur Fonda. Clique sur ouais, Fonda, je voulais par justement exemple. montrer. Sans leak évidemment, mais voilà, vous avez du contenu avec beaucoup de sujets. Je vais pas scroll par respect aux membres, mais voilà, chaque mois vous avez ça, vous avez les réunions éditoriales, vous avez les contenus en accès anticipé. Vous allez avoir la DAO et là on va mettre en place des vidéos avec Capet qui vont être uniquement disponibles pour les membres du club. Et encore une fois, c'est pas un abonnement actuellement, c'est un pass one time. Donc profitez-en. Je reprends la main sur l'écran. Vas-y. Je vous disais en début d'émission qu'on peut spéculer sur Friendtech. Alors pour rappel, Friendtech, c'est un peu le OnlyFans des influenceurs où tu peux créer ton espace Friendtech et mettre ce qu'ils appellent des clés. À l'époque, ils appelaient ça des actions. Aujourd'hui, ils appellent ça des clés. Et ces clés, ensuite, vous pouvez les distribuer et vous pouvez demander aux gens de payer pour être en contact direct avec vous, pour vous parler. Voilà, donc c'est assez similaire à OnlyFans, mais le principe, c'est pas de faire du porno, c'est plutôt d'envoyer de l'alpha, des trucs comme ça, en tout cas pour le moment. Et donc c'est un protocole où il y a eu un gros boom au tout début, ensuite ça s'est explosé au sol, et puis c'est reparti. Et là, la TVL est en train d'exploser littéralement, donc c'est un truc qu'il faut surveiller, ne serait-ce que par curiosité. Et pour ceux qui se sentent vraiment, comment dire, pour ceux qui se sentent vraiment spéculateurs, sachez que sur Hyperliquid, il y a un produit dérivé où vous pouvez spéculer sur Friendtech. Alors, c'est pas un jeton, hein. Il n'y a pas de jeton à ma connaissance, c'est vraiment un produit dérivé. Et pour ceux qui connaissent pas Hyperliquid, en fait, c'est un concurrent d'YDX et Injective. C'est aussi un Layer 1 connecté à l'écosystème Cosmos de mémoire. Et vous pouvez vous connecter avec votre MetaMask. Je crois que c'est pas encore sur Cosmos, pour le moment, c'est sur Arbitrum, mais voilà, c'est un DEX qui est carré, donc si ça vous intéresse, je vous le mets dans le chat, je vous le mets aussi en description sur YouTube. Il y aura beaucoup de choses dans cette description YouTube. Mais si vous aimez Dig, et ce qu'il y a d'intéressant, donc là, je ne vais pas remettre tout le rapport Messari parce que normalement, c'est un rapport qui est payant. Mais ce que je vous disais aussi en début d'émission, c'est que Friendtech, à lui tout seul, fait plus de volume que toutes les marketplaces de NFT réunis. C'est quand même assez puissant. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux balayer d'un revers comme ça en mode je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ouais, non, mais c'est un peu comme les NFT au début. Tout le monde était en mode OZEF et puis au final, ça a pris et tout le monde s'y est intéressé. Moi, j'ai pas d'avis très développé sur le sujet parce que juste je connais mal. Et ça, c'est. Il me faut blâmer sur le fait que je connaisse mal. Mais en tout cas, je dirais pas nécessairement quelque chose d'ultra négatif dessus pour le moment. Quitte à me créer un compte juste pour le fun. Mais j'ai très peur des conséquences que ça peut avoir sur les gens qui essaient de spéculer, et notamment si les gens spéculent sur mon profil. Moi, je fais du contenu pas pour que vous spéculiez dessus et que vous retrouviez à perdre de l'argent. Donc voilà. On enchaîne sur un autre truc qui peut vous intéresser. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur MetaMask qui s'appelle Snaps, qui a un plugin. Il y a des plugins sur MetaMask. J'ai appris quelque chose cette semaine. Et ici, en l'occurrence, c'est un plugin Shapeshift qui va vous permettre de rajouter du Bitcoin, du Litecoin, du Doge, du Cosmos, du BCH et du Rune, donc du Torchain. Donc comment ça se passe? Tu vas chasser ton petit plugin. En plus, apparemment, les frais de swap sont ridicules par rapport à des exchanges centralisés. Donc, c'est de la DeFi et en plus, c'est pas cher à essayer, à confirmer de votre côté. Et voilà, tu fais Add to MetaMask pour le plugin. Lui aussi, je vous laisse en description. Moi, je vais pas le faire. Je vous montre juste le début de la manip. Et comment ça se passe? Ça mouline un petit peu. Et regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que ça va nous créer un wallet Bitcoin, un wallet Litecoin, un wallet Doge, un wallet Atom et un wallet Rune. Et ça va le créer à partir justement de notre clé privée, notre site phrase MetaMask. Donc, vous allez pouvoir backup juste votre site MetaMask et avoir accès à tout ça. Donc, c'est quelque chose qui peut vous intéresser.
Shapeshift, c'est une boîte qui a énormément de bouteilles, qui est sérieuse. Mais pourquoi moi je l'ai pas fait? Parce que là, j'en ai pas l'utilité, donc j'ai pas envie d'avoir un plugin tiers sur mon MetaMask au risque de me faire voler des fonds. C'est-à-dire que j'ai confiance, hein, mais je suis aussi parano. Donc si vous en avez pas l'utilité, bah faites pas, ou alors utilisez un wallet burner juste pour tester, mais ne mettez pas des plugins dans tous les sens sur votre wallet principale avec tout votre argent, parce qu'en cas de piratage ou de faille de sécurité, tout simplement, bah vous vous mettez dans le caca, quoi. Et ensuite, vous pouvez aussi swapper directement via Shapeshift. Il faut savoir que Shapeshift à l'époque, c'était un des premiers, on va dire, bridge pour pouvoir échanger une monnaie A contre une monnaie B. Alors c'était de façon totalement centralisée à l'époque. Après, ça a été centralisé avec KYC, et aujourd'hui Shapeshift est devenu décentralisé, je crois. Donc c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de bouteilles. Juste, je précise, je vais devoir partir dans vraiment très peu de temps. Donc, pas de souci. De toute façon, on va faire en sorte que ça dure moins de 2 heures l'émission, donc je termine vraiment rapidement. On a une petite révolution sur l'IA, donc là, juste rien à voir avec la crypto, mais j'ai été choqué. T'as un gars qui a fait une vidéo en anglais, donc c'est pas une vidéo en temps réel, hein. C'est une vidéo qu'il a d'abord enregistrée, qui a ensuite été soumise à une IA, et l'IA est capable de traduire sa vidéo en anglais en plusieurs langues, en resynchronisant les lèvres, de sorte à avoir une synchro labiale avec la langue de destination. C'est un produit qui est payant chez Agen, mais c'est absolument, et je pense personnellement que tôt ou tard je vais l'utiliser parce que ça peut être pratique pour l'internationalisation peut-être de mon contenu. Le langage Move qui arrive sur Avalanche, histoire de faire du jeu de séduction avec les gens qui bossent sur Sui, sur Aptos, etc. On a la suite du trade sur l'avenir modulaire que j'ai pas encore pris le temps de lire, donc je vous le laisse en description pour ceux qui kiffent cette narrative de roll-up, etc. Mais on fera une émission dédiée, je pense, sur ma chaîne Twitch pour en parler. Et c'est terminé. Pour moi, le reste, c'est moins intéressant. Donc, je pense qu'on peut rester sur ce format-là. Je vais afficher le chat rapidement. Ah bah non, il est bugué le chat. Donc, on n'affichera pas le chat, c'est pas grave. Merci beaucoup, en tout cas, d'être toujours aussi présent sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Nous, on lâche pas. On vous laisse le QR code pour pouvoir vous renseigner sur le club, nous rejoindre sur Discord. Vous avez le Discord aussi en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Moi, je vous dis excellente journée ou excellente soirée. Merci Léo de ta présence également. Merci à toi. Et on est sur une belle émission en tout cas. Donc, écoutez, ça fait toujours plaisir. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Des bisous les potes. Tchuss.